Bonjour à toutes et tous, salut Kyle, salut Ishtar, salut Peupliant, salut Beginner. Nous sommes le mardi 16 octobre, il est 20h à Brisbane, il est 13h à Moscou, 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes et tous, salut aussi Julot, salut Camille qui vient de nous rejoindre, reste Camille puisqu'on démarre, salut Olivier aussi. Au programme de ces 2 heures de stream, l'escalade de la violence entre Israël et le Hamas avec les Gazaouis pris en tenaille, on ira faire un tour au Proche-Orient avec 2 spécialistes de la question. Ils sont déjà arrivés, je vais vous le présenter dans un instant. Ce sera à peu près jusqu'à 13h avec toutes vos questions, bien sûr. N'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à réagir ou à simplement venir faire un coucou. On répond à tout le monde. Dans une deuxième partie de stream, on parlera du Hamas qui utilise des canalisations d'eau pour fabriquer des roquettes avec Thomas Pontillon de la cellule Vrai du Faux de la rédaction de France Info. On s'envolera ensuite vers le monde des livres avec Panorama, paru chez Gallimard, qu'on va découvrir avec Marie-Stéphanie Servos de la rédac de Mademoiselle. On parlera aussi de Ahsoka, de Mandoverse et de Star Wars avec Julien de Numérama. Et puis, on ira faire un tour dans l'au-delà avec l'écrivain et journaliste Stéphane Alix qui viendra nous parler d'expériences de mort imminente et de ce qui se passe après la mort. Pour l'heure et pour l'instant, maintenant tout de suite, pour l'heure à suivre, on va parler de Gaza, d'Israël, de Palestine. On va parler de populations prises au piège, de la folie de la guerre, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont enfilé l'uniforme, des démocraties occidentales qui se crispent et qui doutent. Tous les yeux sont tournés aujourd'hui sur Gaza, mais aussi sur l'armée israélienne qui n'attend qu'un go diplomatique pour intervenir. Tsahal qui prépare une offensive terrestre de grande envergure dans le nord de Gaza, après avoir ordonné aux Palestiniens qui vivent dans la zone de fuir vers le sud, une semaine donc après l'attaque du Hamas contre Israël. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé hier que l'Europe allait ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza. Bonjour Stéphanie Latabdallah, pardon. Vous êtes historienne spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes directrice de recherche au CNRS, j'ai tout bon. À vos côtés, Jean-Paul Chagnolot. Bonjour Jean-Paul, vous êtes président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO. Vous êtes par ailleurs spécialiste de la question palestinienne, si je puis dire. Bienvenue à tous les deux. Joe Biden, le président des États-Unis, va se rendre mercredi en Israël, puis en Jordanie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite ? Le premier qui veut. Écoutez, je dois d'abord rappeler que, en fait, les États-Unis, pas simplement les États-Unis, mais disons les pays occidentaux, ont carrément oublié la question palestinienne et le conflit israélo-palestinien depuis des années, et en particulier avec l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump a pris toute une série de mesures qui ont en fait profondément contribué à ce qu'on enterre la question israélo-palestinienne, ou du moins on croyait pouvoir l'enterrer, et ça c'est tout à fait absurde. Et ça explique en partie le drame qu'on vit aujourd'hui. Trump a voulu normaliser avec les États arabes, entre Israël et les États arabes, et puis il a voulu en fait tout donner aux Israéliens, rien aux Palestiniens. Et quand Biden est arrivé, en fait, il a fait quelques inflexions, mais il a surtout considéré qu'il ne pouvait pas s'occuper de cette question, et donc on est dans cette marginalisation. Alors aujourd'hui, évidemment, il est bien obligé de réagir. Et il réagit d'abord en étant complètement aux côtés d'Israël, mais s'il se contentait de cette posture, en fait, c'est une posture qui ne va pas mener très loin. Alors, il y a sa dimension humanitaire, mais qui cache aussi beaucoup d'arrière-pensée. Donc s'il y a simplement une posture qui aussi consiste à mettre à distance l'Iran, puisqu'il y a ce risque d'embrassement au nord d'Israël, après, oui. On va en parler, donc il y a tout ça. Mais s'il n'y a pas derrière cette initiative de Biden, eh bien, s'il n'y a pas un prolongement diplomatique, s'il n'y a pas un effort de vision et j'allais dire d'imposer quelque chose, si c'est toutefois possible, eh bien en fait on va comme pour les autres fois, simplement à une échelle plus grande, avec des drames plus importants, on va en fait continuer à ignorer la question israélo-palestinienne. En d'autres termes, pour faire très bref, il faudrait que tout ceci débouche sur une véritable initiative diplomatique avec la volonté politique d'y arriver. Sans ça, eh bien on ira, comme j'allais dire dans les années précédentes, et quelle que soit la nature très différente de ce qui se passe aujourd'hui, on ira quand même à nouveau vers d'autres violences plus tard. Stéphanie Latabdallah, vous y croyez à ça ? Oui, enfin, pas vraiment. C'est vrai que la seule position qui serait tenable aujourd'hui, c'est un cessez-le-feu au final. Je pense pas que ce soit l'objectif de Biden. Maintenant, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui tient à la question de cette invasion terrestre aussi, je pense, et de l'Iran de l'autre côté.
parce que l'Iran quand même, en tout cas, a menacé à mot couvert d'intervenir, alors via le Hezbollah, si il y a cette invasion terrestre. Ça c'est un point. Et de l'autre côté, il n'est pas certain en fait que l'armée israélienne soit capable vraiment de faire cette opération terrestre et d'éradiquer le Hamas comme elle le dit. On peut même penser que ça n'est pas possible. Et donc du coup, pour quelle raison? Parce que là, ils auront affaire d'abord à, comme on le sait, un groupe armé qui a tous ces tunnels de protection. Euh, en fait, pour combattre un tel groupe armé, on estime à peu près à 40 000 hommes, hein, il faudrait avoir au moins 3 fois plus d'hommes côté israélien qui s'engagent. Dans ce type de guerre, il faut au moins 3 fois plus. Donc déjà, il y a une question du nombre de soldats qu'ils peuvent mobiliser. Il y a à peu près 170 000 soldats de métier. Le reste, 360 000, ce sont des réservistes. Donc des réservistes où vous voyez, ce ne sont pas des gens qui font la guerre tous les jours. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire qu'ils seraient obligés de mettre quasiment toutes leurs forces à Gaza, alors même qu'il y a d'autres choses. Donc il y aurait un front nord éventuellement, on ne sait pas. Et puis il y a aussi ce qui se passe en Cisjordanie, qui est aujourd'hui, il y a énormément de problèmes en Cisjordanie également. Il y a pas mal de morts palestiniens, il y a des agressions répétées des colons, et donc ils ne peuvent pas non plus se permettre d'avoir toutes leurs forces d'un côté. Donc il n'est pas du tout certain que cette opération finalement soit tenable. Pour l'instant, en plus, il faut s'imaginer que côté Hamas, vous avez des gens qui sont déterminés, qui sont surentraînés, alors que là, vous avez certes une armée de métier déterminée et entraînée, mais vous avez aussi tous ces réservistes qui le sont peut-être beaucoup moins. C'est-à-dire passer d'une vie civile avec des enfants, etc., à se retrouver dans des tunnels à Gaza, parce que en fait, c'est aussi une guerre qui devra être menée aussi un peu au corps à corps. C'est-à-dire ça peut pas être seulement, en tout cas s'ils veulent vraiment éradiquer le Hamas, ça peut pas être seulement ces bombardements, etc. Donc effectivement, il y a cette idée de bombes qui permettent d'attaquer en sous-sol, en fait. Pénétrantes, c'est ça, hein, ouais, pénétrantes, qui permettent d'attaquer en sous-sol. Mais bon, c'est pas du tout certain en fait que ça suffise. Il y a cette question des civils. Ils demandent de les évacuer. Les civils qui servent un peu de bouclier pour l'instant. Oui, enfin les civils qui sont là et qui, pour certains d'entre eux, ont quitté leur maison. Et on a vu qu'il y avait eu des bombardements sur des lieux soi-disant sûrs, en fait, hein, qu'il y a des bombardements partout. Donc les gens n'ont pas toujours tendance à vouloir partir pour plein de raisons. Donc les hôpitaux, parce qu'on ne peut pas déplacer un hôpital comme ça, pour aller où, les gens parce qu'ils ne savent pas toujours où aller, aussi parce qu'on a vu en fait des bombardements sur les routes, de civils qui partaient, etc. Et puis aussi cette question bien sûr de cette crainte d'une autre Nakba, c'est-à-dire d'être repoussé d'abord une catastrophe, donc un déplacement massif de personnes, comme il y a eu en 48, puis en 67. Et donc, du coup, cette idée on va d'abord aller dans le sud de Gaza, puis peut-être en Égypte, et peut-être on ne reviendra pas. Donc, il y a des gens qui refusent aussi de partir. Jean-Paul ? Sur cette question, oui, je crois qu'effectivement, on sous-estime très probablement ce qui va se passer. Et puis si ça se passe comme on peut le craindre, avec des combats acharnés, ça veut dire que ça va s'inscrire dans une temporalité. Et cette temporalité, ça sera celle du drame. Et donc les autres fonds, qui sont de nature très différente, vont forcément bouger. Je pense en particulier à Cisjordanie. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est pas nouveau. En Cisjordanie, il se passe beaucoup de choses. Et il y a eu beaucoup de jeunes, moi j'appelle ça des résistants. Alors évidemment, Israël les appelle des terroristes, mais enfin, c'est des jeunes qui veulent quoi ? Qui veulent se débarrasser de l'armée qui se trouve en Cisjordanie. Les combats ont lieu à Jénine, à Naplouse. Et donc, ce sont des jeunes qui ont envie de vivre, quoi. Ils prennent les armes et ils se font tuer. C'est ça le scénario. Et depuis le début de l'année, on doit être, je ne sais plus, à 200 quelque chose de jeunes. Plus maintenant, ça s'est accéléré. Donc, c'est sûr que il faut prendre en compte ce qui va se passer. D'ailleurs, les observateurs
pensait que, de toute façon, le statu quo n'était pas tenable et que ça partirait plutôt de la Cisjordanie. Alors on s'est trompé, mais n'empêche que ça part aussi de la Cisjordanie. Et quand je prends cette phrase, le statu quo n'est pas tenable, c'est pas une phrase que j'invente, c'est dans la dernière résolution importante du Conseil de sécurité qui a été votée à l'unanimité. Il y a eu une résolution le 23 décembre 2016, à l'époque d'Obama, et alors, les Américains sont abstenus, mais ils ont soutenu le texte. Et donc, il y avait dans cette résolution, le statu quo n'est pas tenable. Et ça fait écho aussi à ce qui se passe aujourd'hui, car la communauté internationale, à l'unanimité du Conseil de sécurité, 15 membres, eh bien, on dit ça. Et malgré tout, ils n'ont tiré aucune véritable conclusion. Si vous prenez la date de décembre 2016, c'est exactement un mois avant l'arrivée de Donald Trump. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais si je reviens à l'histoire des fronts, donc je parlais de la Cisjordanie, et c'est clair qu'il va se passer beaucoup de choses et qu'il va y avoir des résistances, et j'insiste sur le terme. C'est une situation d'occupation. Depuis 1967, et les jeunes qui prennent les armes, c'est pas des terroristes, c'est des jeunes qui veulent simplement, ils n'ont pas d'autre moyen que de prendre les armes. C'est pas légitimer, ni justifier, ni appuyer la violence. D'ailleurs, ça n'a pas de sens d'avoir cette posture morale. C'est un constat. Quand on est dans une situation comme celle-là et qu'il n'y a aucune espèce de débouché politique, qu'est-ce qui reste ? Il reste cet enclenchement de violence qui conduit évidemment bien souvent à la mort. En plus, c'est une façon de mourir. Maintenant, l'autre front qui est évidemment problématique, c'est celui qui se trouve au nord d'Israël avec le Hezbollah. Et là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a tout un ensemble géopolitique qui vient d'être évoqué, et c'est le rapport à l'Iran qui est derrière, et c'est la grande question de savoir si le Hezbollah est quelque part un peu l'Iran. C'est pas détachable complètement, parce que le Hezbollah, c'est un acteur national, il a des ministres, il a des parlementaires, etc. Il a un poids considérable sur le plan politique, et évidemment sur le plan militaire. Et donc il a cet ancrage libanais national, mais en même temps, il est dans un ensemble géopolitique complexe, il est intervenu au premier plan pendant la guerre civile en Syrie, à la demande de l'Iran et avec l'Iran. Donc on est dans cette espèce d'ambivalence. Qu'est-ce que vont décider les dignitaires du Hezbollah et puis l'Iran. Et ça, on peut longuement argumenter pour ou contre, mais est-ce que le Hezbollah lui-même ne doit peut-être pas savoir ce qu'il doit faire dans les prochaines semaines ? Il doit y avoir des scénarios qui sont... C'est quoi les options ? Comment ? Quelles sont les options, finalement ? Les options, c'est en fait soit de continuer à être dans cette posture de solidarité en faisant en sorte qu'on rend ce front assez dur, de telle façon qu'on fixe une partie de l'armée israélienne dans le nord, mais à tout moment, ça peut évidemment dégénérer. Et la deuxième option, il y en a sûrement d'autres, ça serait finalement d'ouvrir un front au sens propre du terme, c'est-à-dire d'attaquer. Et cette deuxième hypothèse ne me paraît pas aujourd'hui possible, mais compte tenu de la nature des événements, ce qu'on peut dire aujourd'hui est démenti demain par d'autres facteurs. Donc là-dessus, on est dans une interrogation absolue, mais c'est effectivement un des points importants. C'est pas par hasard si les Américains envoient un porte-avions, puis derrière un deuxième. C'est pas simplement par rapport à la situation évidemment en Israël, c'est par rapport au Hezbollah et c'est par rapport à l'Iran, parce que ça génère tout un ensemble de choses. Donc voilà, donc on est dans cette espèce de moment de basculement, à la fois ce qui a été dit sur l'offensive terrestre qui va effectivement être quelque chose d'extraordinairement complexe et très meurtrier, et puis cette possibilité d'un embrasement. On est dans cet entre-deux aujourd'hui qui va se décider sans doute dans les prochains jours. Oui. Stéphanie. Et c'est vrai que sur l'offensive terrestre, il y a aussi toute la question des otages, en fait, qui est quand même centrale. C'est-à-dire que les familles en Israël, évidemment, aussi poussent pour des accords, pour des échanges, plutôt que pour une offensive terrestre dont on sait qu'il y a quasiment aucune chance qu'ils arrivent à libérer ces otages sans qu'ils ne meurent, soit sous les bombardements. Il y en a déjà 22 qui sont morts, mais du fait des bombardements israéliens, ou pour d'autres motifs. Enfin, donc, et alors, je pense que les autorités israéliennes comptaient un peu sur les prisonniers du Hamas qu'elles ont fait, qui sont aujourd'hui remis sous la loi des combattants ennemis illégaux, une loi qui avait été faite en 2002 dans le sillage des attentats du World Trade Center, à la fois aux États-Unis et en Israël. On avait cette même loi concernant les combattants ennemis illégaux. Il y avait quoi dans cette loi ?
C'est une loi qui permet de détenir, des combattants appartenant à un territoire hostile et de les garder sans jugement, sans rien pendant un temps, déterminé. C'est un peu l'équivalent de la détention administrative, mais c'était destiné à l'époque, en Israël, aux Libanais, et aux, Gazaouis, ensuite. C'est une loi qui était un peu tombée en désuétude, c'est-à-dire que c'était pas utilisé. Il y avait un ou 2 Gazaouis qui étaient gardés sous cette loi, plus personne, et là, c'est remis au goût du jour, pour pouvoir garder donc ces prisonniers du Hamas qui sont dans un camp spécial, dans un camp spécial, ils sont pas en prison, et donc je pense qu'ils comptaient aussi beaucoup sur les informations qu'ils pourraient obtenir de ces personnes par rapport à, cette question des otages, et cetera. Bon, il n'est pas certain que ça fonctionne comme prévu. Ils ont aussi 1500 corps en fait, hein, à la fois de combattants et peut-être de civils qui se sont infiltrés au moment où Erez a cédé, où les différentes barrières ont cédé. Mais en tout cas, je pense qu'ils comptaient là-dessus et je ne suis pas certaine que ça fonctionne parce que pour le coup, les combattants du Hamas, d'après ce qu'on en sait, ils ont quand même une résistance à la torture puisque forcément ils sont soumis à la torture, ça on ne peut pas imaginer autre chose. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça joue, ces otages. Il y a quand même une pression de la société civile israélienne pour ne pas qu'ils passent par perte et profit au nom de cette opération militaire qui est dévastatrice, tant pour la population gazaoui qui est prise complètement... il y a une espèce de collusion entre le Hamas et la population gazaoui dans l'esprit des autorités israéliennes. C'est-à-dire que c'est comme si elle n'existait pas en dehors du Hamas, qui est évidemment faux. Donc à la fois très dévastateur pour la population gazaoui et qui peut l'être aussi pour donc on sait quasiment 200 otages d'après ce qui a été annoncé par les autorités israéliennes et par le Hamas aussi, par le porte-parole de leur branche armée qui a confirmé ce chiffre. Mais alors l'option d'une invasion, d'un déploiement de l'armée israélienne, ça n'est que de la revanche, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer tout ça. C'est tenable ça comme position ? On se demande en fait quels sont. Moi, je me demande. Parce que vous quels sont entendre, les objectifs de cette guerre. ça paraît illogique, irrationnel et pas tenable. Non, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut réinstaurer la peur, en fait. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette armée surpuissante, ces barrières infranchissables, et puis tout d'un coup, tout ça vole en éclats. En termes d'équilibre des forces, c'est juste pas possible psychologiquement également. Et donc, je pense qu'il y a cette dimension. Enfin, si on parle en termes plutôt tactiques et de stratégie. Au-delà de l'histoire de la revanche, on va dire, de la vengeance, enfin, je ne sais pas trop si on peut rentrer dans ces choses-là, mais bon, sans doute que ça joue, je ne sais pas, je ne rentrerai pas dedans. Mais en tout cas, il y a cette volonté de réinstaurer en fait la domination, quoi, qu'on n'imagine pas qu'elle puisse être cassée, quoi, parce que bon, les gens ont réagi différemment aux attaques du Hamas, et avant que les gens aient connaissance de la violence, de ce qui avait été exercé, des massacres, etc., il y a eu forcément un sentiment de libération, à voir sauter Erez, à voir les gens sortir de cet enfermement. Donc du coup, il y a une volonté de restaurer ça d'un côté. Après, je ne vois pas bien quelles sont les options au-delà de ça, parce que réoccuper Gaza, je pense que ça n'a pas de... Enfin voilà, je pense pas que ce soit dans l'intérêt des autorités israéliennes, ni même une volonté. Alors vider en partie Gaza pour pouvoir gérer un territoire à moitié vide, bon, ça on peut se demander quand même. Donc voilà, on voit pas... Cette guerre, de toute façon, elle n'aboutira pas vrai. Enfin, donc après, je vois pas. Enfin, sinon, s'il s'agit de... Enfin bon, je sais pas ce que tu en Jean-Paul. penses, mais... Non, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux dans cette affaire d'offensive terrestre. Il y a un niveau qui est beaucoup évoqué et qui est vrai, c'est-à-dire la crédibilité de la dissuasion de l'armée israélienne, pas simplement par rapport à la question palestinienne, mais globalement. Donc cette offensive, elle est de ce point de vue-là et du point de vue israélien nécessaire, la crédibilité. Mais il y a un deuxième niveau qui c'est vrai, il y a de la part notamment des réservistes, et ça on peut le comprendre du point de vue de la mentalité de ceux qui viennent d'être ainsi subir quelque chose d'absolument terrible. C'est la revanche, c'est-à-dire quelque part la revanche, la haine, la vengeance, enfin, tous ces termes-là, on veut pas rester là, avec en plus toute l'histoire du peuple juif derrière ça. On ne peut pas accepter d'être faible, il faut se battre, etc. Donc on a cette dimension très psychologique, très complexe
complexe. Que même des gens qui sont très ouverts à l'égard de la question palestinienne sont aussi dans cette logique-là qu'on peut comprendre si on se met à la place à un moment donné de ce qu'ils viennent de subir. Mais il y a un troisième niveau aussi qui est important, qui est celui des politiques, c'est-à-dire de ce que veulent les politiques. Et là, on touche à des choses qui sont très anciennes et très fortes de la part notamment de ce gouvernement, des gens qui sont dans ce gouvernement, qui sont dans cette coalition, c'est-à-dire essayer au fond, je vais employer une formule très violente, mais de liquider la question palestinienne. Il y a une phrase qu'on entend, moi que j'ai entendue pendant très longtemps et qui est aujourd'hui évidemment dans son incandescence, c'est qu'on entend souvent chez les gens de droite, mais ça c'est assez largement distribué dans d'autres segments de la société israélienne, c'est quand on n'arrive pas à arriver à un objectif avec la force, c'est qu'on n'a pas mis assez de force. Et cette phrase, elle est terrible. C'est une matrice de comportement qui est énorme. Et donc, il y a cette idée que cette fois-ci, on va pouvoir régler des choses qu'on ne pouvait pas faire, sans doute, dans une période normale, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans une période normale, on est dans un système d'occupation ou d'enfermement. Et donc là, on peut aller jusqu'au bout, on a le soutien des Occidentaux. Et donc on pourra peut-être, au fond, il y a un vieux rêve israélien, c'est que, moi j'ai entendu des gens de droite qui me disaient, comme ça, moi je fais le rêve de Gazaouis dans la mer, que Gaza parte dans la mer. Et c'est ça, une vieille idée, parce que Gaza, c'est en plus quelque chose de très particulier, il faut le rappeler, c'est quand même plus de 80% de gens qui sont des réfugiés palestiniens, donc qui habitaient à quelques dizaines de kilomètres plus au nord. Ils ne sont pas nés là. Comment ? Qui ne sont pas nés là. Non, ils ne sont pas nés là. Ce sont des descendants. Ceux qui sont nés là sont les fils ou petits-fils, ou petites-filles des réfugiés. Mais c'est un camp de réfugiés, Gaza, à 85% ou 90%. Enfin, grande majorité, quoi. Donc il y a ça aussi, il y a ces réfugiés, ils sont là. Et ils le savent bien, les Israéliens. Donc on voudrait que ça soit, qu'ils disparaissent, quoi. Donc il y a cette idée-là. Et puis on pourrait même, un quatrième niveau, c'est de la part de gens comme Netanyahou qui n'ont jamais voulu négocier, jamais avec les Palestiniens, même quand ils étaient obligés de le faire, ils ont fait semblant, à l'époque de John Kerry en 2013-2014 par exemple. En fait, ils vont pouvoir montrer à l'Occident qu'ils avaient bien raison de ne pas négocier, puisqu'avec ces gens-là, on ne négocie pas. Le ministre de la Défense a utilisé un terme tout de même global, qui n'était pas par rapport simplement au Hamas, ce sont des animaux. Donc on déshumanise complètement l'adversaire, et donc on pourrait en finir. Donc il y a tous ces éléments qui sont ensemble dans cette offensive terrestre et dans la réponse israélienne. C'est pas simplement le premier, il y en a 3 autres derrière, qui sont ces arrière-plans que j'ai essayé de décrire. Il y a Elie Barnavi, historien, puis surtout ancien ambassadeur d'Israël en France, qui disait dimanche sur notre antenne, au 4e étage à France Info, cette opération militaire israélienne est inéluctable. Je vois pas comment on pouvait faire après ce qui s'est passé dans les localités frontalières, après ce massacre vraiment sans précédent. Personne n'aurait compris dans ce pays que l'armée reste les bras croisés. Oui, c'est ce que je disais, c'est le premier niveau, ça. C'est ce que nous disions. C'est le premier niveau qui est le niveau de la dissuasion et le deuxième niveau de la vengeance. Mais il y a d'autres niveaux aussi d'approche. C'est ça qu'on... oui, et puis surtout, il faut peut-être aller au-delà de ça. C'est-à-dire, Netanyahou est quand même quelqu'un qui est peut-être un très bon tacticien, sinon il serait déjà en prison d'ailleurs. Mais peut-être, finalement, en tout cas sur le long terme, un politicien relativement irresponsable en fait, parce que finalement on est et peut-être pas vraiment un très fin stratège, parce que finalement il n'y a pas de solution à long terme qui sont proposées, parce qu'ils veulent là, ils disent bien en fait, ce qui est bien dit, c'est ce n'est pas comme d'habitude, c'est-à-dire une opération qui vise un peu à calmer le jeu, etc. Mais on veut changer la donne. Donc changer la donne, on voit pas bien déjà comment il pourrait changer la donne, et puis il n'y a pas de vision à long terme, à part continuer à contourner les Palestiniens en continuant à vouloir... alors, en plus, aujourd'hui, la stratégie de contournement par les négociations de normalisation avec les pays arabes est largement mise en échec, et notamment c'était un des objectifs de cette opération du Hamas. On a même vu au Conseil de sécurité là, le vote qui était proposé par la Russie sur un cessez-le-feu qui a été approuvé par les Émirats arabes unis, donc qui sont pourtant dans les accords d'Abraham, etc. Donc on voit bien que de toute façon ça, il y a un terme qui est mis à ce processus, en tout cas pour le moment et pour un certain temps, je pense. Donc du coup, on voit pas bien quelle porte de sortie il a pour régler cette question, à part effectivement cette espèce de
de volonté ce que les Palestiniens voient comme un nettoyage ethnique. On entend des mots très forts aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que côté israélien, l'attaque a été très violente, très brutale, et on a parlé de génocide. C'est-à-dire c'est revenu, la mémoire de l'Holocauste est revenue sur le terrain. Mais côté palestinien, aujourd'hui, les Palestiniens à Gaza, ils parlent aussi de génocide, en fait, parce qu'ils ont l'impression que c'est bien la population civile qui veut être exterminée ou qui veut être poussée en dehors de Gaza. Il y a Frogo dans le chat qui nous dit « Salut Frogo, je me rappelle quand j'étais adolescent, c'était il y a presque 20 ans, il me semblait que c'était impossible d'expliquer le point de vue palestinien. En 2023, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de discours qui expliquent que cette situation catastrophique est due à une politique de colonisation violente d'Israël. Est-ce que le débat est en train de changer ?» Je pose la question. Il vous pose la question. Salut Frogo. Je crois que, pardon, je croyais que la question continuait, excusez-moi. Non, je crois que si on réintroduit un peu tout cela dans une histoire qui n'est pas si longue que ça, disons, qui a une vingtaine d'années, donc après le processus d'Oslo, après le naufrage d'Oslo, il y a une accélération de la politique menée par Netanyahou, c'était Sharon, mais donc c'est le même courant politique, qui consistait à coloniser de plus en plus et pour arriver à une annexion. C'est ça la logique. Depuis des années, avec à chaque fois des gens qui viennent dans des coalitions de plus en plus à droite, y compris des racistes, des suprémacistes, des fascistes, quoi, pour dire les choses comme elles sont, et qui veulent en fait écraser les Palestiniens, les soumettre. Il faut bien avoir ça en tête, quoi. Et donc, dans ce qui se passe aujourd'hui, on est dans cette logique globale aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand on disait en finir, ça veut dire les soumettre définitivement. Si on peut les chasser, on les chassera. Parce que cette affaire on déplace vers le sud, alors il y a l'argumentaire sur l'humanitaire, mais il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a d'autres arrière-pensées derrière. S'ils pouvaient partir le plus loin possible, évidemment l'Égypte est parfaitement consciente de ça, et d'abord les Palestiniens le sont aussi, puisqu'ils sont fils ou petits-fils de réfugiés. Qu'est-ce qu'on leur demande là? Ils leur demandent d'aller se réfugier à leur tour plus loin. Après 1948, ils continuent à être dans ce statut infernal d'éternel réfugié, c'est-à-dire en fait d'aller nulle part et de ne plus avoir aucune voix. Et c'est vraiment le destin de ces gens-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'écraser au fond la question palestinienne. Puisqu'en plus, on a cette espèce de moment très particulier où des pays qui étaient un peu des médiateurs, ou du moins qui pouvaient l'être, je pense à la France notamment, aux États-Unis moindre, mais aussi évidemment, le poids c'est les États-Unis, là ils ont carrément fait écho pour Israël. Donc à partir de là, Israël se sent dans une phase où il peut faire ce qu'il n'aurait pas pu faire, y compris écraser les Palestiniens. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Ça doit être les arrière-pensées de Netanyahou et d'une bonne partie de la coalition. Et en même temps, même quelqu'un comme Herzog, le président d'Israël, a fait des déclarations qui sont terribles dans ce sens-là, hein, vraiment terribles. Alors que c'est quelqu'un qui vient du Parti travailliste, qui est normalement au-dessus de la mêlée, qui oui, c'est ça, et qui aurait pu tempéré. être un peu plus modéré. Il a tenu des propos qui sont terribles, ce qui montre bien où on en est aujourd'hui. Donc voilà, et si on va dans cette direction, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être davantage dans le malheur. Et puis surtout, au-delà, on peut pas aller au-delà du malheur. Mais avec le malheur, il y a quelque chose qui s'appelle la radicalisation. C'est-à-dire que les gens, quand on parle d'éradiquer le Hamas, il est possible qu'on porte des coups très durs à l'infrastructure militaire et aux principaux responsables. Mais, quel symbole. Mais bon, la radicalisation va se faire ailleurs avec d'autres. Quelqu'un comme Ismaël Haniyeh, qui était un des patrons du Hamas, c'était l'assistant de Cher Yassine quand il a été assassiné en 2002, je crois. Donc les principaux chefs du Hamas ont été assassinés. Hein, c'était des assassinats ciblés. Donc on a déjà tenté cette forme d'éradication. Mais si vous regardez ce qui se passe en Cisjordanie, les réactions des gens en Cisjordanie, ils soutiennent le Hamas dans cette affaire. Et s'il y avait des élections, alors je ne sais pas ce qui se passerait, évidemment, mais ce que je sais, c'est qu'en 2021, il y avait des élections prévues pour l'autorité palestinienne, enfin pour renouveler les institutions, les corps législatifs et le Conseil législatif et le président. Et les sondages donnaient le Hamas en très bonne posture. Oui, en bonne posture, mais pas majoritaire. Non, mais bonne posture. Et il avait 30-35% de suffrages, ce qui est à peu près le score qu'il avait en 2006, hein, avec le
mode de scrutin, ça lui a permis, on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais ça lui a permis d'avoir une nette majorité au Conseil législatif. Oui, il y avait 2 types de modes de scrutin, mais on ne va pas entrer dans ces détails, quoi. Peut-être. Mais il avait la majorité. Et là, il avait des chances aussi d'être majorité ou avoir une majorité relative. En tout cas, c'est un acteur pour qui expliquer pèse. à ceux qui nous suivent, C'est un acteur avec qui peu de pèse. gens, on arrive à monter très haut. Et C'est un acteur qui pèse proportionnel. Non, mais très fort sur le plan surtout, politique. oui, surtout, il y avait des alliances en fait qui étaient faites Bien entre sûr, bien sûr. des partis ou même des membres du Fatah et d'autres partis de gauche, des alliances objectives, pas forcément toujours incarnées politiquement, qui constituent un front contre la politique de l'autorité palestinienne. Et par contre, aux élections municipales de 2022, on a vu des alliances vraiment entre des partis de gauche et des candidats du Hamas, même des candidats du Hamas qui étaient indépendants puisqu'ils ne reconnaissaient pas les élections, ils ne voulaient pas les faire. Mais en tout cas, il y a des alliances objectives contre la politique de l'autorité palestinienne et en gros pour une forme de résistance à la colonisation, qui fait que effectivement il y a des formes de soutien, en tout cas. Bon, après, je pense qu'il faut quand même distinguer chez les gens de Gaza et les gens de Cisjordanie. Alors en Cisjordanie, la situation effectivement est complexe et là on voit bien le glissement, c'est-à-dire que les petits groupes armés dont on a parlé là, ils réémergent en gros depuis 2-3 ans. Mais jusque-là, on était vraiment sur, au contraire, des formes de résistance très pacifiques, des marches, enfin il y avait toute une série de mouvements de la résistance populaire, etc. Mais on voit que, on avait aussi ce fameux mouvement BDS, qui est toujours là, boycott des investissements sanctions, qui était donc une forme de résistance pacifique par le boycott, et qui est relativement d'ailleurs un succès. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une sorte de réarmement pour certaines personnes des esprits, au moins, en se disant et puis de toute façon on n'y arrive pas avec de la résistance populaire, la stratégie de l'autorité palestinienne dans les instances internationales ne fonctionne pas, puisque comme on voit, la communauté internationale n'aide pas, et donc du coup il y a cette constitution de petits groupes armés. Alors évidemment c'est une minorité de jeunes, mais il y a aussi toutes ces confrontations aussi d'autres jeunes sur les checkpoints, avec les colons, etc. Parce qu'il faut voir qu'on est face là à des attaques. Vous avez vu quand même qu'en plus le gouvernement israélien a armé les colons, c'est-à-dire déjà ils sont armés, mais là il y a un surarmement. Il y a une extension de la possibilité d'avoir un permis de port d'armes, il me semble. Oui, et puis il y a distribution de fusils d'assaut, Encouragement. encouragement. Attaquer, je crois, c'est ça aussi, Oui, distribution de fusils d'assaut, encouragement, donc du coup qui encourage à attaquer. C'est extrêmement préoccupant. On est à peu près à 70 morts là aujourd'hui en Cisjordanie, avec une sorte de blanc-seing donné aux colons pour attaquer les villages. Il y a beaucoup d'attaques, il y a des gens qui sont chassés de chez eux, etc. Parce que en face, les gens ne sont pas armés. Enfin, vous voyez, il y a ces petits groupes armés, mais globalement, les villageois ne sont pas armés. Et puis, il y a l'armée qui est là pour s'interposer entre les colons et les villageois, mais en fait, qui ne s'interpose que pour protéger les colons, enfin qui ne protège pas les villageois. Et comme il n'y a pas d'armée palestinienne de l'autre côté, bon, il y a une police, il y a des gens qui pourraient intervenir, mais qui n'interviennent pas, parce que là, c'est la guerre généralisée. Du coup, il y a une population qui est quand même extrêmement vulnérabilisée. Et d'ailleurs, dans l'opération du Hamas, il y avait cette question qui avait été mise sur le tapis, c'est-à-dire la question de la colonisation. On a 700 000 colons aujourd'hui, entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, une volonté très claire d'annexion qui est affichée. Donc voilà, donc tout ça, ça contribue aussi à ce climat et à cette violence. Après, on dirait que les autorités israéliennes continuent à penser qu'on peut en sortir toujours par la violence, toujours plus de violence. Alors, passer la réaction, de toute évidence, je trouve que c'est une politique à terme suicidaire, en fait. Il y a Frogo dans le chat qui vous remercie pour vos réponses ultra intéressantes. Merci Frogo. Il y a Kyle qui nous dit « J'ai l'impression que la réponse disproportionnée d'Israël embarrasse beaucoup, même ceux qui sont pro-Israël. » Jean-Paul, je vous ai coupé la chic, pardon. Non, je disais que je reprenais la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, qui n'est pas de moi, enfin que j'ai entendue depuis des années, pour pas dire des décennies. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à un objectif par la force, c'est qu'il n'y avait pas assez de force. Et là, nous sommes dedans, nous sommes complètement dedans. Et c'est vrai que, du coup, dans tout ce qu'on peut entendre en ce moment, on oublie ce que voulait faire et ce que fait
aujourd'hui ce gouvernement, et en particulier les segments les plus à droite, un Ben Gvir ou un Smotrich, qui ont des responsabilités majeures, y compris en termes d'organisation sur le plan des colonies. C'est eux qui sont les patrons. Là, il faut peut-être que vous réexpliquiez à ceux qui nous découvrent qui sont ces deux personnes. Ben Gvir et Smotrich, ce sont des gens qui arrivent, une sorte de ce sionisme messianique, pour qui cette terre de Palestine, enfin d'Israël plutôt, eh bien c'est Dieu qui leur a donné, il faut donc tout faire pour pouvoir la contrôler, l'annexer, la contrôler, etc. Mais c'est des gens qui appartiennent à une mouvance idéologique qui remonte à très longtemps, et à l'époque du processus d'Oslo, c'était incarné, ou avant, par un parti qui était le parti Cash. Et il y a toute une mouvance avec sa diversité aussi, mais celui, par exemple, qui a assassiné Rabin en novembre 1995 appartenait à ce courant, et celui qui a assassiné 29 musulmans à Hébron en février 1994, il s'appelait Barum Goldstein, il est de cette mouvance-là. Donc on est dans les gens qui étaient dans cette espèce de fanatisme terrible, mais à la marge quand même malgré tout. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Il faut comprendre ça, quoi. Ils sont des éléments nécessaires à la survie de cette coalition, et par conséquent, voilà. Et pour revenir à Netanyahou, qui est donc le patron de cette coalition, et à mon avis un patron qui est très largement fragilisé et en même temps en position de force très provisoirement aujourd'hui, mais il va devoir rendre des comptes, c'est sûr. Mais si on le prend d'un point de vue historique, c'est quand même le fossoyeur de la paix, quoi. Il a toujours tout fait pour empêcher les négociations. Et il avait, pendant des années, un adversaire parfait pour ça, qui était le Hamas. C'était vraiment... qui a torpillé les accords d'Oslo ? C'est évidemment Netanyahou, mais c'est aussi le Hamas. En 1995-96, il y avait les attentats terroristes du Hamas, et il y avait l'élection de très peu de... Moi, je pense toujours à ce moment-là, parce que c'était un moment de bifurcation. Alors, c'était en mai 1996. En mai 96, pour vos auditeurs et ceux qui nous regardent, pour les deux, il y a, c'est au cœur du début d'Oslo. Oslo, c'est 93-94. Donc, en 96, tout est encore possible, peut-être. Et là, il y a des élections, et c'est des élections très particulières, parce qu'elles sont au suffrage universel direct. C'est-à-dire que le Premier ministre, à ce moment-là, en Israël, est élu au suffrage universel direct. Donc il y a Pérez d'un côté, c'est le 30 mai 1996, et il y a Netanyahou. Pérez veut continuer le processus d'Oslo, et il a failli gagner. Et il a perdu finalement d'1%. Et une partie de son échec est liée à des attentats, moi j'étais en Israël à ce moment-là, qui ont été des attentats terroristes du Hamas à Jérusalem et à Tel Aviv. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en guerre ou nous sommes en paix ? Et donc il a gagné de très peu. Et tout de suite, Netanyahou a dit, et tout le Likoud, et son ambassadeur à Paris en particulier, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, disait nous, on va torpiller Oslo, on ne veut pas d'Oslo, c'est le problème, c'est pas la solution. Donc, et cette démarche qu'il a donc depuis 1996, ça va bien faire 30 ans, quel est le résultat ? Le résultat, c'est une catastrophe absolue, quoi. Il fallait négocier, et voilà, nous en sommes là aujourd'hui, et c'est ça le drame, quoi. Oui, il a eu une stratégie. Alors c'est vrai que ces attentats du Hamas, l'attentat aussi de Baruch Goldstein à la mosquée a aussi fait partie de tout ça. Mais en fait, il a eu comme stratégie donc cette à la fois hégémonie de la solution militaire. Voilà, d'un côté. De l'autre côté, une stratégie de plus ou moins de maintien, une fois que le Hamas a été au pouvoir, de maintien du Hamas à basse intensité, mais du maintien du Hamas pour maintenir la division entre l'autorité palestinienne et le Hamas à partir de 2006-2007, puisqu'elle permettait aussi de dire « nous n'avons pas d'interlocuteur, ils sont divisés, donc on ne sait pas à qui parler, etc. etc. » Et puis avec une stratégie aussi un peu économique, d'une certaine manière quand même, c'est-à-dire à la fois bénéficier de l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, c'est un accord économique qui va avec les accords d'Oslo et qui crée en fait une sorte de marché captif et une économie, un peu une petite économie et une grande économie qui permet de fonctionner entre notamment Israël, la Cisjordanie et Gaza. Il faut savoir que 65% des produits qui sont consommés en Cisjordanie viennent d'Israël. Gaza, c'est encore plus, je pense que ça doit être 80%. Donc en fait, il y a ce rapport aussi économique, donc qui permettait
concernant la bande de Gaza, de la maintenir juste avant un seuil d'effondrement, c'est-à-dire un minimum, un dédéveloppement, mais qui permette quand même de ne pas tomber sous le seuil humanitaire. Aujourd'hui, on n'en est pas là, comme vous le voyez. Et en Cisjordanie, un développement économique qui est aussi appuyé par une classe de businessmen, pour beaucoup rattachés à l'autorité, avec des projets communs, avec des intérêts communs de businessmen israéliens et palestiniens sur un certain nombre de projets, et en pensant aussi que parce qu'il faut savoir qu'on commerce en shekel dans ces pays, on ne commerce pas dans ces espaces. On ne commerce pas avec une monnaie qui serait ni palestinienne ni autre. Donc, avec cette idée que finalement, quelque part, les Palestiniens échangeraient aussi leur autodétermination contre une sorte de paix économique, surtout pour la Cisjordanie, beaucoup moins pour Gaza, ce qui n'est pas le cas. C'était aussi un petit peu l'idée ces dernières années, ces derniers temps vis-à-vis de Gaza, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit assouplissement du blocus en laissant passer 17 000, en donnant 17 000 permis pour des travailleurs. Donc ils ont laissé rentrer un peu plus d'argent de la part du Qatar. Donc il y avait aussi cette idée que les Palestiniens, en gros, se satisferaient de ces questions économiques et ensuite, alors la pièce majeure, c'est quand même, à partir de la répression de la seconde intifada, donc les années 2000, c'est une réorganisation totale de l'espace, avec la mise en place de toute une série de checkpoints fixes et volants à l'intérieur de la Cisjordanie, qui en gros morcellent dans des formes de cellules territoriales l'espace, avec un système de permis qui est intensifié. Le système de permis pour se déplacer d'un lieu à un autre a été mis en place dès le début des années 90, mais il est vraiment intensifié après la seconde intifada. Aujourd'hui, on a plus de 120 types de permis différents quand on est palestinien, pour aller à Jérusalem, pour aller à Gaza, de durées différentes, etc. Donc c'était cette idée aussi de gérer les mobilités dans un espace où il n'y aurait pas de frontières, en tout cas pas de frontières entre les Palestiniens et les Israéliens. Et donc ils ont carrément, c'est quasiment une individualisation de la frontière. C'est-à-dire c'est une gestion du risque en fait. Selon qui vous êtes, vous présentez tel type de risque et donc vous avez tel type de mobilité. C'est-à-dire c'est pas juste entre Gazaouis, Cisjordaniens, Jérusalemites. C'est aussi selon des profils en fait. Il y a une sorte de profiling un peu qui est fait par les services de renseignement et qui préside au fait de vous donner tel ou tel de permis. Donc il y a ça, et puis aussi renouvellement des arrestations massives, gestion aussi par la prison de ces risques ou ces risques potentiels. Donc en gros, là on est dans le sécuritaire, donc c'est pareil, c'est un peu, quand je disais hégémonie de la solution militaire ou et sécuritaire. Donc c'est les deux choses, et ensuite, dernièrement, ce processus de normalisation avec le monde arabe alentour, histoire que les Palestiniens n'aient plus du tout de soutien possible auprès des pays arabes, et de les prendre ainsi en étau et d'en finir avec cette question palestinienne en fait. Vous parliez d'économie, il y a Quentin qui demande est-ce que la bande de Gaza a d'autres enjeux au-delà de la question palestinienne. Il dit par exemple des ressources minières, la question de l'eau ou autre. Et il y a Joey qui nous a rejoint. Salut Joe ou Joey. Et salut aussi Sarah de Chelles, je pense qu'on t'a répondu dans le chat. Quelqu'un veut répondre à Quentin qui pose la question donc des ressources peut-être qu'il y aurait à Gaza qui seraient donc d'autres enjeux au-delà de la question palestinienne. Il y aurait un enjeu qui serait en fait un enjeu pour les Palestiniens, qui est un enjeu pour les Palestiniens, c'est au large de Gaza, dans les eaux territoriales, il y a des réserves de gaz très importantes, et depuis des années et des années, il y a eu quelques négociations, mais si nous étions dans un autre monde qui aurait conduit à un État palestinien, il y aurait eu là des moyens importants en termes économiques, avec l'idée qu'il y aurait un port à Gaza, donc des possibilités de... mais là, je me situe d'un point de vue, comment dirais-je, presque utopique, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les Israéliens ne veulent pas entendre parler de ça et bloquent ça. Ils ont leur propre... Il y a eu toute une, avec le Liban et aussi avec Gaza, il y a eu toute une comment dirais-je, une bataille, et les Israéliens en ont remporté quelques-unes pour pouvoir eux-mêmes explorer et exploiter les gisements de gaz qui sont au large et dans leurs eaux territoriales. Donc ça, c'est pour être très important. Mais si nous étions dans un monde un peu différent, c'est parfaitement utopique ce que je dis. Il y a là, je réponds de manière un peu différente, il y a des ressources pour l'État palestinien. En plus, si on ouvrait, il y a une espèce de mythe magnifique qui est l'ouverture du port à Gaza, qui permettrait d'avoir des relations commerciales. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant quelques temps, c'était en 98, ça a duré 3-4 ans, il y a eu un aéroport
qui a été financé notamment par l'Union européenne et qui a été systématiquement démoli au début de la deuxième intifada. Quand je dis systématiquement, ce n'était pas simplement des bombardements, mais ensuite il y a des bulldozers qui sont venus casser, le raser briser vraiment. les pistes d'atterrissage, quoi. Donc c'est vraiment très, très significatif. On voulait empêcher tout développement. Donc voilà, c'est ça. Mais je crois que ces questions de ressources ne jouent pas dans le conflit actuel. Je me mettais dans une prospective positive, mais là non, c'est des affaires qui sont finalement très, très politiques, très idéologiques. Et vous évoquiez tout à l'heure ce qu'on disait là sur les points de vue israéliens. Je rappelle encore une phrase, parce que quelquefois les phrases sont intéressantes comme matrice de comportement. Lorsque les Palestiniens avaient réussi à monter un gouvernement d'union nationale, Fatah et puis Hamas, c'est arrivé à des moments très fugitifs. Quelle était la réponse de Netanyahou? C'est-à-dire, je ne vais pas négocier avec un gouvernement dans lequel il y a des terroristes. Et quand il y avait un gouvernement sans le Hamas, la position de Netanyahou, c'est de dire je ne négocie pas avec un gouvernement qui n'est pas représentatif. Non, dans tous les cas de figure, il y avait un discours qui faisait que non, on ne négocie pas et on ne pense qu'à... Bon, ça a été très bien dit, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on est dans la volonté de soumettre et donc on veut régler ça par la force, et donc en particulier par les questions sécuritaires. Il y a un maillage extraordinaire de cette région pour empêcher que les gens puissent se rebeller. C'était ça l'idée. Et on pensait, c'était absolument illusoire, absurde, qu'on pouvait y arriver. C'est pas possible. Vous avez un peuple de 11 millions, 12 millions d'habitants, dont 5 millions vivent soit sous occupation en Cisjordanie, soit dans un enfermement terrible à Gaza. Eh bien, ce qu'ils souhaitent fondamentalement, c'est la liberté, quoi, la liberté. Et donc, c'est pas tout ce qu'on. Et c'est ça le drame qu'on a connu ces dernières années depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Trump en particulier, cette idée qu'au fond, on va arriver à gérer ce conflit sans qu'il y ait de violence. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps encore, un diplomate français qui me disait, je lui demandais où on en est de la politique française, il m'a répondu cette phrase que je trouve extraordinaire: vous vous intéressez encore à cette question? Oui. Comme si c'était fini, quoi. C'était un contresens absolu dont on a aujourd'hui, évidemment, le contre-coup avec une violence inouïe. Il y a Kyle dans le chat qui dit « J'ai entendu quelqu'un hier qui comparait le ghetto de Varsovie à Gaza. La comparaison est-elle pertinente ?» Et il y a Joe qui lui répond « On peut tout comparer comme ça si on va par là. » Et je suis désolé Kyle, mais je suis un peu d'accord avec lui. Donc je ne vais pas poser la question. Est-ce que... Mais tu peux en poser d'autres, Kyle, et tu es toujours évidemment le bienvenu. Tu es un bon copain du chat. La voix de la France peut se faire entendre aujourd'hui, cette semaine, le mois qui va venir. La voix de la France ou la voix de l'Union? La voix de l'Union européenne, elle n'a pas de voix, donc elle ne peut pas se faire entendre. Ils sont divisés, ils sont pusillanimes. Enfin, la dernière déclaration consistant à dire on va supprimer toute aide aux Palestiniens. Alors, ça a été remis en question par l'Espagne, un peu par la France, etc. Mais l'Union européenne n'existe pas. C'est même terrible d'être à ce point. Et ils portent une responsabilité importante dans cette affaire. Il ne faut pas oublier qu'en 2006, il y a eu des élections, un conseil législatif qui a été voulu par l'Union européenne, avec des observateurs internationaux, et c'est le Hamas qui a gagné, qui est devenu majoritaire, avec un président qui s'appelait Deck, qui est un universitaire de Naplouse, qui était président du Conseil législatif. Et aussitôt, les Européens ont dit, dans ces conditions, on ne va pas reconnaître les élections, en tout cas, on va plus aider les Palestiniens. Il y a toute une affaire qui a duré des mois et des mois, avant que les Européens se rendent compte de leur erreur stratégique, mais c'était très typique, quoi. Ils ont voulu... Alors, du coup, les Palestiniens, à cette époque-là, disaient, les Européens ont voulu les élections, il fallait nous dire comment voter, parce que moi, c'était clair, quoi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Bref. Donc les Européens ont toujours été avec un temps de retard. Il faut remonter à très longtemps pour voir une initiative européenne un peu originale. Moi, je pense à Giscard d'Estaing en 1980 au sommet de Venise, où là, il dit des choses importantes. Qu'est-ce que proposait Giscard à ce moment-là? En 1980, il parlait de l'OLP, de la possibilité, de la nécessité, à une époque où l'OLP était vraiment considérée comme une organisation terroriste. Ils ont pris des positions en disant, voilà, il faut prendre le problème globalement. Et ça a été un moment où les Américains aussi étaient dans le trou, quoi. C'était à l'époque de Carter, avant l'arrivée de Reagan, donc une période très particulière où les Européens ont à un moment donné eu cette respiration et une idée importante, une posture importante. Mais sinon, malheureusement, en dehors de l'aspect économique, où là ils jouent un rôle important, c'est vrai, mais quant à la France, la France, elle avait une voix aussi pendant pas mal de temps, sans remonter à De Gaulle. Mais c'est vrai que la France avait toujours une posture qui était
trouver une forme d'équilibre, même si elle n'en avait guère les moyens de sa posture. Mais tout de même, il y avait cette voix. Et une voix, c'est important, même si on n'a pas les moyens d'agir et d'influencer, au moins, il y a une position. Or, cette position, elle a été progressivement abandonnée au fil du temps. Et le président Macron... Depuis Sarkozy, en fait. Oui, depuis Sarkozy. Depuis Sarkozy. Oui, Sarkozy, Hollande. Hollande a fait 2-3 gestes, mais bon, il n'y croyait pas lui-même. Et quant à Macron, bon, là, il s'est carrément aligné sur Israël, sans aucun recul, sans aucune réflexion. Et c'est vraiment très dommageable. Et je pense que c'est très dommageable, pas simplement en soi, mais par rapport aux implications dans le monde arabe, où il voulait jouer un rôle. Il est clair que la position de la France va être affaiblie. Très concrètement, pour la France, qu'est-ce que ça aurait comme incidence, cette position? Elle n'était déjà pas beaucoup écoutée. Enfin, vous savez, quand on est dans le monde arabe, souvent... même quand un universitaire dans le monde arabe, quand on va quelque part, on y a été souvent, et il y a des choses, cette idée, ah oui, la France, on représentait un petit bout de France, quoi. Et on avait, moi j'ai eu plein de souvenirs comme ça de gens, ah oui, il est français, donc c'est intéressant que ça. Bon, après, on peut déchanter, hein. Mais c'est ça. Donc, même pour des universitaires qui vont faire une conférence quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, quelque part, la France, cette fois-ci au niveau diplomatique, au niveau politique, est attendue souvent. Et elle déçoit, elle a déçu. Et là, je pense qu'elle déçoit profondément. Non, mais là, elle déçoit vraiment. Même, il y a vraiment ce sentiment qu'elle est avec les agresseurs, quasiment. Enfin, en tout cas pour Gaza. Les agresseurs actuels de Gaza, je précise bien. J'ai essayé d'être très nuancé, mais il faut y aller plus directement. Non, mais c'est ce qu'on entend, parce que là, maintenant qu'on est sur... il y a eu ces massacres en Israël, et ça a été extrêmement violent. Mais là, maintenant, on est sur ce bombardement massif d'une population civile. Et donc, les gens ont ce sentiment que la France, en donnant un blanc-seing à Israël, y participe. Après, moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à la question des mots. Et c'est vrai que peut-être que là, les autorités israéliennes sont un peu prises à leurs propres mots, parce que ce langage très, très belliciste, très on va changer les choses, etc. Bon, bah maintenant, comme à mon avis, ils se demandent dans quelle mesure ils ont les moyens de changer les choses, tout en aussi préservant aussi leur société civile, et notamment cette question des otages. Je pense qu'il y a aussi une sorte d'impasse dans lequel peut-être, alors c'est pour ça que maintenant vont commencer peut-être enfin à se presser quelques diplomates, quelques questions diplomatiques, des États-Unis ou d'autres, parce qu'il va falloir aussi sortir de cette forme d'impasse. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur cette question des otages. On négocie, bon, de toute façon, c'est dans tous les cas d'otages, c'est toujours pareil, on ne négocie pas avec les terroristes, etc. On dit que... Voilà, alors qu'en fait, évidemment qu'ils négocient, que là il y a l'Égypte, le Qatar, etc. qui sont en train de négocier, ils sont en train de le faire, et à la limite tant mieux, parce que bon, comme ça on a une chance que que ces personnes reviennent. Donc même Netanyahou qui est sur un discours, on ne parle pas avec le Hamas ne sera pas en négociation de quoi que ce soit, à mon avis c'est faux, et de toute façon c'est son interlocuteur depuis des années. Donc c'est ça qui est un comble, c'est-à-dire qu'en finalement il a complètement décrédibilisé cette autorité palestinienne, lui donnant très peu de choses, ne négociant pas avec, sauf pour la coordination sécuritaire, et en revanche des tractations avec le Hamas sur la question de libération des prisonniers, même sur la question du règlement de cette bande de Gaza, qui apparemment n'ont pas abouti, là, puisqu'on en arrive là. Mais en tout cas, cette espèce je trouve que d'hypocrisie de la parole politique, qui n'est pas le fait que des autorités israéliennes, mais bon, la France aussi. Enfin, je veux dire, là aujourd'hui, elle est quand même dans une hypocrisie, c'est-à-dire que maintenant, quand vous dites, même quand vous essayez de rappeler. Et ce que tu disais par rapport à cette place de la France, c'était issu d'une politique gaulliste, en fait, qui a été suivie par Chirac et puis abandonnée à partir de Sarkozy. Et d'ailleurs, moi j'ai écouté avec beaucoup de plaisir Monsieur de Villepin l'autre jour sur France Inter, qui rappelait, en fait, finalement, quelle était la position à tenir. Et là, on se dit, on avait quand même des hommes d'État, parce que moi, je suis très, très inquiète. Qu'est-ce que disait Dominique de Villepin c'était sur France Inter? Eh bien, il rappelait cette question du droit international, de termination palestinienne. Enfin, en fait, il rappelait les fondamentaux sur la question, la question de l'occupation, etc. Et en fait, moi, je suis très inquiète aujourd'hui. Je l'étais beaucoup moins la dernière fois qu'on s'est retrouvé dans une émission sur les possibilités d'extension du conflit. Moi, je le suis plus maintenant, parce que je vois qu'il y a une sorte de... On a des hommes politiques qui sont un peu, que je considère un peu pyromanes, en fait. C'est-à-dire on va de plus en plus loin. Et on n'a pas une parole, par exemple. Donc, à la fois extension du conflit régionalement. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, mais ça m'inquiète. Ça m'inquiétait beaucoup moins avant, parce que je voyais bien que c'était des formes de dissuasion. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, justement, régionalement? Il y avait cette question avec le Hezbollah, l'Iran. On voit bien que le Hezbollah n'a pas envie
de ça. C'est clair. C'est des formes de petites dissuasions, chacun tire ses roquettes, etc. Bon, voilà. Mais sauf que, effectivement, si ces crimes qui sont connus aujourd'hui, commis aujourd'hui contre la population gazaoui continue, au bout d'un moment, il va se retrouver un peu acculé lui aussi à son propre discours, aussi à ce qui a été nommé l'unité des fronts. Hein. Il y a une forme d'unité des fronts entre le Hamas, le Hezbollah, etc. Donc il ne peut pas non plus aller trop loin. Et puis il y a l'inquiétude régionale, mais moi j'ai l'inquiétude, par exemple, à ce qui peut se passer en France ou en Europe, en fait. C'est-à-dire que s'il n'est pas tenu un discours responsable, on se retrouve avec déjà un débat, je trouve, qui devient très 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 complexe, c'est-à-dire une violence verbale, voire plus loin, qui se cristallise en fait au nom de ce conflit. Et je trouve qu'il serait de la responsabilité des personnes au pouvoir, du gouvernement, du président Macron, de prendre des positions suffisamment fortes et suffisamment claires et équilibrées pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Et ce qui est dramatique aussi, c'est qu'au fond, le débat politique en France, et pas seulement en France, sans doute en Belgique aujourd'hui ou dans d'autres pays européens, est quelque part un peu hystérisé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de focalisation très gazeuse sur la question du terrorisme. Je veux dire qu'on a cette espèce d'ambiance où on a l'impression que tout est terrorisme et qu'il faut se battre. Ce sont des réalités, bien entendu. Mais si on ne fait pas l'effort, et les politiques font tout sauf un effort, pour essayer de comprendre les différences qu'il y a entre ce qui s'est passé à Paris, à Bruxelles, ou même à New York, et ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, on va dans une espèce d'amalgame qui rend impossible une analyse lucide. Il faudrait un peu de sang-froid, quoi. Si on prend les différents termes qui ont été utilisés, c'est vraiment de l'amalgame grossier, quoi. Ce que dit tel ou tel ministre, ce que dit même la première ministre. Moi, je voudrais juste dire 3 choses là-dessus pour essayer d'éclaircir un peu. Quand nous avons des attentats à Paris, par exemple, terroristes, la réponse, elle est quoi? Il faut réfléchir toujours à la réponse par rapport aux ancrages de tout ça. Elle est forcément policière, elle est pénale, Et sécuritaire. avec tout ce que et sécuritaire. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Il faut faire ça, il faut juger. Donc ça, c'est premier type de truc. Quand on a affaire à des gens qui sont en lien avec Daesh, quelle est la réponse? La réponse ne peut pas être policière, ne peut pas être pénale, elle ne peut être finalement que militaire. C'est un rapport de force violent, brutal, etc. Donc, et puis le 3e niveau, qui est celui aujourd'hui avec le Hamas, est-ce que la réponse avec le Hamas, elle est policière, pénale ou militaire? Certainement pas. Elle peut être en partie militaire pour établir un rapport de force, mais elle est fondamentalement politique, parce que nous sommes dans un autre type de contexte. On est dans un contexte de conflit très ancien entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc si on ne fait pas cet effort de distinguer ces 3 types, on va dire, de terrorisme, pour faire très bref. Mais si on ne rend pas compte du contexte et par conséquent ensuite des moyens de résoudre ça, on mélange tout et on va nulle part. Les choses sont beaucoup plus complexes et il faut faire un effort. Malheureusement, nos politiques sont dans l'amalgame le plus simple, le plus simpliste. Tout est terrorisme et tout est violence. Mais non, c'est plus complexe que ça. À la fois plus complexe et à la fois beaucoup plus simple. Si on l'exprime simplement. Oui, il y a une revendication territoriale dont on ne peut pas faire fi. C'est ça. Et donc effectivement, à quoi sert ce brouillage? Franchement, moi, je me pose vraiment la question. Enfin, je ne pense pas que nos hommes politiques ou femmes politiques aujourd'hui aux commandes ignorent en fait cela. Donc, il y a quand même une je sais pas, enfin, je me pose vraiment des questions, ils peuvent pas l'ignorer, enfin, c'est quand même pas très complexe. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils ne l'ignorent pas. Je veux dire, il y a à la fois les arrière-pensées politiques et évidemment, il y a aujourd'hui presque un discours obligé. Et c'est terrible, ce discours est obligé. Si vous ne tenez pas ce discours, on vous montre du doigt. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Il ne s'agit pas de justifier quoi que ce soit, il s'agit d'essayer d'introduire un peu de rationalité et de compréhension à quelque chose de complexe et pas tout mélanger. Et quand on dit ça, on est déjà en difficulté. Même si on est en difficulté, on est quelques-uns à vouloir l'affirmer. C'est notre boulot d'universitaire. Il y a Mouska qui dit c'est très simple, on se sert de ce sujet pour bâillonner et disqualifier l'opposition. Oui. C'est un peu le cas. Oui, enfin ça va au-delà quand même, parce que là on est quand même en politique étrangère, donc ça va quand même au-delà de ça. Mais effectivement, après il y a un petit jeu politique interne, mais bon, sur lequel... Qu'est-ce que va devenir le Hamas là tout de suite? Qu'est-ce que veut le Hamas?
Le Hamas, comme je disais, enfin, en plus, on fait comme s'il n'avait pas d'objectif stratégique, en fait. C'est comme s'il était irrationnel, mais il a commis des actes inqualifiables et irrationnels peut-être par la violence, mais en fait, ils ont une ligne politique tout à fait rationnelle, en fait. Hein. Ils ont affiché très clairement, comme je l'ai déjà dit, donc la question donc des effractions sur l'esplanade des mosquées, puisque depuis des années et maintenant depuis des mois, on a des colons qui rentrent sur l'esplanade, des prières juives, alors que le statu quo stipule que non, on ne peut pas avoir de prières et d'effractions sur l'esplanade des mosquées. Donc ça, c'est une question. C'est pour ça que ça s'appelle Déluge d'Al-Aqsa. Donc il y a des gens qui ont voulu lire ça avec des lunettes uniquement religieuses, mais c'est pas tellement ça. L'Aqsa, c'est tout le symbole que représente Al-Aqsa aussi. Donc il y a ça. Il y a la question de la colonisation en Cisjordanie. Il y avait la question de la normalisation avec l'Arabie Saoudite, à laquelle elle voulait absolument mettre un terme. Et puis il y a la question de la libération des prisonniers politiques qui sont détenus en Israël, 5200 personnes, donc sur lesquelles il y a un accord qui est en discussion depuis plus de 10 ans. Ils ne veulent pas faire sortir en tout cas un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles, et qui est considéré comme une cause sacrée et pour lequel ils voulaient obtenir des résultats. Et donc là, aujourd'hui, d'ailleurs, dans les négociations sur les otages, il y a déjà la question de faire sortir les 36 femmes et des mineurs qui sont en prison. Donc voilà, donc il a des objectifs. Donc maintenant, évidemment, il n'a pas pris sans doute le bon moyen pour ses objectifs, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a rétabli la question palestinienne dans le débat. Donc c'est terrible qu'il faille, que ce soit ce type d'acte qui rétablisse la question palestinienne dans le débat, alors que Mahmoud Abbas s'évertue à essayer de la laisser dans le débat depuis, avec d'autres moyens. Et puis il a établi un rapport de force, et en fait, on se rend compte finalement que la question et c'est ce que moi j'entendais, j'étais en Cisjordanie encore en juin, ce que j'entendais c'était, de toute façon, voilà, le droit international, le droit n'est pas respecté, finalement, le droit sans le pouvoir, sans la force, ça n'existe pas. Et c'était pas du tout pour justifier quoi que ce soit. Il disait juste, il constatait qu'en fait, le droit sans un minimum de force derrière, d'équilibre de quelque chose, il n'en est pas fait cas, en fait, parce qu'à ce moment-là, au mois de juin, les gens étaient plutôt désespérés de voir que cette question était complètement... et qu'on allait vers une annexion de la Cisjordanie sans que personne ne trouve à y redire, finalement. Jean-Paul, pardon. Non, je crois que tout ceci nous ramène à ce qu'on évoquait depuis le début, c'est-à-dire qu'on est toujours dans du sécuritaire ou alors on passe au militaire, et tant qu'on ne remet pas sur le tapis la réalité des choses, c'est-à-dire le politique, on n'en sort pas. Et une des critiques qu'on peut faire effectivement majeure aux Européens et en particulier à la France, c'est d'avoir abordé cette question, même si c'est dans des circonstances terribles, uniquement par le sécuritaire, par le militaire, ce qui est absurde. Macron a évoqué les deux États comme ça, comme s'il redécouvrait, mais il n'a rien fait depuis plusieurs années pour essayer de se positionner. Donc je crois qu'il faut vraiment remettre et redire tout le temps que nous sommes dans un conflit qui est fondamentalement politique. Et si on ne réintroduit pas d'une manière ou d'une autre, au-delà de tout ce qui se passe du politique, il est évident que ces violences tragiques vont produire d'autres violences et avec des radicalisations dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Stéphanie, le mot de la fin, parce que je vois que l'heure tourne et que j'ai promis de vous libérer à temps, mais on a encore quelques minutes. C'est dur le mot de la fin. Non, mais bon, c'est peut-être, oui, c'est par rapport à ces deux États, c'est-à-dire qu'on a entendu effectivement le président Macron le dire, Olivier Véran le dire, mais on a l'impression qu'ils l'ont dit parce que c'est un peu un passage obligé, il faut le dire. Mais la question, c'est plus de le dire, la question, c'est qu'est-ce que la communauté internationale est prête à faire pour que cette chose-là, en tout cas pour qu'on aille vers une résolution de cette question à travers, en se basant déjà sur le droit international, ce qui paraît quand même un peu le plus solide à l'heure actuelle, quoi. Merci Stéphanie Latabdallah, merci Jean-Paul Chagnolo. Est-ce que vous restez encore 10 minutes avec nous ou est-ce que je vous raccompagne vers la... C'est comme vous voulez, ça dépend du temps que vous avez. Je repars, vous repartez, je vous chasse du plateau. Alors. Merci à tous les deux de vous être transportés jusqu'au 3e étage de la maison de la radio. Merci pour vos réponses précises, passionnantes, en tout cas qui ont passionné le chat. De quoi on va parler maintenant? On va parler... Ah Thomas Pontillon, tu es là. Salut Thomas. Assieds-toi, tu peux t'asseoir
par exemple là, comme ça on le voit bien. Non, plutôt à droite, c'est mieux. Alors, ça, c'est à droite. Si ça te va. Thomas Pontillon, pour ceux qui ne connaissent pas Thomas est journaliste à la rédaction de France Info. Il est tout particulièrement journaliste à la cellule Vrai du Faux de la rédaction de France Info. C'est quoi la cellule Vrai du Faux, Thomas? Alors, la cellule Vrai du Faux, on est une cellule de 6 journalistes et on travaille. C'est une cellule de fact-checking, de vérification de l'information, de décryptage. Voilà, on a plusieurs rendez-vous, un tous les matins dans la matinale à 7h30, plus après d'autres dans la journée. Et voilà, notre but, c'est d'aller décrypter, de vérifier les faits. Il y a Joe qui te dit bonjour. Qui ça? Joe. Eh ben bonjour. Joe McCroskey et puis aussi Mouze et aussi Quentin. Eh ben très bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui Thomas, tu viens nous parler plus précisément d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux sur la fabrication des roquettes artisanales du Hamas. Cyril, tu as peut-être la vidéo à passer? Exactement, il y a une vidéo, voilà, c'est une vidéo qui a pas mal tourné ces derniers jours, donc c'est une vidéo de propagande du Hamas, où on voit effectivement des combattants qui sont cagoulés, qui sont en train de déterrer des canalisations pour les couper et ensuite pour en faire des roquettes, c'est ce qu'on voit à l'image, donc pour les transformer en roquettes de fortune, enfin voilà, en missiles de fortune. Cette vidéo elle a été beaucoup partagée. La roquette c'est un peu le missile du pauvre. Voilà, c'est ça, cette vidéo a été beaucoup partagée en insistant sur le fait que la France avait financé le réseau d'eau de Gaza et que donc indirectement la France avait donc financé les roquettes qui ont servi à s'abattre sur le territoire israélien. Alors c'était massif sur les réseaux sociaux, mais ça a été aussi partagé par des élus. Il me semble par Jordan Bardella. Cyril, je crois que tu as Jordan Bardella. La bande de Gaza est aujourd'hui sous la coupe du Hamas. Qui peut croire que pas 1 euro des 75 millions d'euros de subventions qui viennent d'être annoncées par l'Union européenne n'ira dans la poche d'une organisation qui n'est pas seulement une organisation terroriste, qui est aussi une organisation mafieuse et qui, depuis plusieurs années, détourne l'aide européenne. Vous avez vu ces clips de propagande du Hamas où on voit les terroristes islamistes utiliser les canalisations qui ont été financées par l'argent du contribuable et de ceux qui nous écoutent ce matin pour les transformer en roquettes à lancer sur Israël. Jordan Bardella, sur France Inter lundi matin. Alors Thomas, c'est vrai ou c'est faux ce que dit Jordan? Alors il n'y a pas que lui qui le dit, il y avait aussi un député Les Républicains. Alors il y a du vrai. Ce qui est vrai, c'est que le Hamas utilise bien d'anciennes canalisations pour fabriquer des roquettes. En revanche, c'est plus compliqué d'affirmer s'il y a un possible détournement. Là, c'est très difficile de le dire avec certitude. Mais il y a deux choses qu'on peut quand même savoir. C'est contrairement à ce que disent les messages sur les réseaux sociaux, c'est que la France n'a pas financé entièrement le réseau d'eau de Gaza, mais seulement une petite partie, pour être précis, une station d'épuration. Donc voilà, déjà, c'est pas en l'entièreté du réseau. Et surtout, ce qui est important de savoir, ce qu'on a pu retrouver, c'est que les canalisations qu'on voit sur la vidéo ne viennent pas de cette station d'épuration, notamment. Elles viennent d'une ancienne colonie israélienne qui a été abandonnée il y a une vingtaine d'années dans le sud de Gaza. Et en fait, on le sait tout simplement parce que le Hamas, l'un des chefs du Hamas, il y a quelques années, s'en était vanté publiquement, mais aussi dans un reportage sur la chaîne Al Jazeera, en expliquant qu'ils avaient eu l'idée d'aller déterrer ces canalisations pour en fabriquer des roquettes de fortune, et donc elles n'ont pas de lien direct avec la France. Alors ça peut-être pas le dire indirect, mais est-ce que la France, avec ses aides, aurait pu financer, sans le savoir, des canalisations qui auraient servi à fabriquer des roquettes, Thomas? Alors je peux évidemment pas le dire avec certitude, mais on a quand même quelques éléments. D'abord, la ministre des Affaires étrangères, la semaine dernière, a été interrogée là-dessus à l'Assemblée nationale, et elle dit ne pas y croire. Pour elle, en fait, il faut savoir que donc la France verse bien de l'aide, de l'argent à la Palestine, enfin au territoire palestinien, parce que ça peut être la Cisjordanie, mais aussi la bande de Gaza. Et dans l'argent versé, ça représente quand même une grosse somme. C'était 95 millions d'euros l'année dernière. Il y a Widge qui dit, je savais même pas qu'on finançait des stations d'épuration. Alors, si. Ouais, mais pas que. Il peut y avoir tout un tas d'aides différentes, mais notamment sur le traitement de l'eau, parce que c'est une vraie problématique à Gaza où tout le monde n'a pas accès à l'eau potable, évidemment. En tout cas, donc la ministre, elle disait la semaine dernière qu'il y a des procédures pour cet argent qui est débloqué. Donc du coup, je vais même vous lire pour être hyper précis la réponse que j'ai eue du ministère qui explique que donc pour la mise en œuvre du déblocage de cet argent, toutes les règles édictées par l'administration israélienne en charge des territoires palestiniens sont scrupuleusement respectées. L'ensemble des matériaux et des équipements qui entrent dans la bande de Gaza est soumis à son contrôle et préalablement approuvé par les autorités israéliennes. Donc en clair, tout ça est contrôlé. Est-ce qu'il y a un détournement? Évidemment, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais en tout cas, il y a un contrôle qui est quand même assez fort, au point où la ministre des Affaires étrangères ne croit pas vraiment à cette théorie. Et si on regarde du côté des aides européennes, par exemple? Alors là, parce qu'en plus, c'est important d'en parler, parce que c'est de ça dont parle Jordan Bardella. Là, c'est un peu plus compliqué, d'autant qu'il y a eu un petit peu un micmac la semaine dernière, juste après l'attaque du Hamas. Dans un premier temps, la Commission européenne, le commissaire européen qui est en charge de ces questions, a annoncé
suspension des aides, en laissant entendre que ça pouvait financer directement ou indirectement le Hamas. Il y a eu une levée de boucliers de plusieurs pays, dont la France, qui ne veulent pas arrêter le versement de ces aides. Finalement, assez rapidement, en quelques heures ou quelques jours, Bruxelles a rétropédalé. Et Bruxelles annonce plutôt qu'elle va revoir son programme. Donc en gros, c'est pas de suspension, mais on va vérifier. Et pareil, Bruxelles a communiqué, donc d'abord juste le montant, parce qu'il est quand même assez important. Sur la période 2021-2024, c'est plus d'1 milliard d'euros. Pour être précis, il y a 700 millions qui ont déjà été versés, donc y compris de l'argent français, puisque c'est de l'argent européen. Et la Commission européenne estime donc qu'elle va revérifier les garanties qui existent déjà et réviser son aide pour être certain qu'il n'y a aucun financement direct et surtout indirect qui pourrait financer le Hamas. Et puis là, on parle que des roquettes artisanales. C'est seulement une petite partie de l'équipement du Hamas. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, on sait c'est que le Hamas, la plupart des armes du Hamas sont fabriquées dans la bande de Gaza. En revanche, la partie qui est fabriquée avec des canalisations, c'est une plus petite partie. Faut savoir que le Hamas, dans la manière de... Enfin voilà, il y a évidemment un embargo, ils ne peuvent pas être livrés facilement. Donc il y a de la débrouille. Par exemple, le Hamas communique aussi, c'est documenté à la fois par le documentaire d'Al Jazeera, mais aussi par la communication du Hamas. Il y a quelques années, ils avaient plongé en Méditerranée dans une épave d'un navire britannique de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel il y avait des explosifs qui étaient restés intacts, qu'ils ont récupérés et qui ont servi donc, du coup, pour fabriquer des roquettes. Donc il y a cette partie-là de récup, entre guillemets, et de la même manière pour les canalisations. Après, il y a toute une autre partie pour les armes les plus élaborées, celles qui ont servi la dernière fois pour les attaques. On se demande si quand même... Qui voilà, là arrivent de l'étranger, notamment de pays voisins, notamment l'Iran, par tout un réseau de tunnels souterrains, aussi par la mer. Enfin voilà, il y a tout un tas d'installations qui a été faites ces dernières années dans Gaza pour permettre l'acheminement, mais sont ensuite effectivement fabriquées sur place. Il y a Joe qui demande pourquoi on continue à donner ces aides du coup. Alors pour l'instant, parce que en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, ces aides, elles sont pas pour le Hamas, elles sont bien pour les financer des infrastructures vitales pour les Palestiniens, mais aussi pour financer l'éducation des enfants, pour financer donc l'eau, pour financer tout un tas de choses. Donc il y a Camille qui dit peut-être pour pas que les gens meurent, sinon c'est un peu ça. Voilà. Par humanité, dit Nawal. Oui, et encore une fois, c'est pas uniquement pour les territoires palestiniens. L'aide au développement, ça concerne tous les pays les plus pauvres de la planète ou les plus en difficulté, qui sont financés par les pays plus riches, enfin dits plus riches. Donc voilà. Thomas, tu as bossé comment pour avoir tout ça ? Comment tu vérifies tes sources ? Comment tu as trouvé ce sujet, peut-être ? Tu l'as vu sur Twitter ? Alors déjà, ce sujet, je l'ai trouvé sur Twitter. Ce qui m'a d'abord interpellé, c'est le fait de l'avoir vu partagé par un député, par un élu, donc du coup, qui a une voix quand même qui compte. Donc il y a Jordan Bardella, Rassemblement National. Jordan Bardella, qu'on avait parlé aussi sur France Inter. Donc voilà, là, c'est la première alerte. Après, pour pouvoir le vérifier, j'étais du côté du ministère des Affaires étrangères, au début de l'Agence française de développement, qui s'occupe de l'aide au développement, qui m'a renvoyé vers le ministère. Ensuite, le ministère, j'ai eu une première réponse du ministère. La ministre, j'ai vu qu'elle avait aussi réagi en commission à l'Assemblée nationale, ce qui m'a permis aussi de m'aiguiller. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, argent. Pour la partie sur le Hamas, en fait, c'est assez simple, puisqu'en fait, les vidéos du Hamas sont toutes disponibles sur Internet. Il suffit de les chercher un peu. Ensuite, avec une recherche d'images inversées, j'ai pu les redater, retrouver, etc. Tout ça est facilement documentable. Il y a aussi des centres, des centres d'études qui sont spécialisés dans le conflit israélo-palestinien, qui documentent beaucoup de choses, notamment sur le réseau souterrain de Gaza. Et donc voilà, à force de recherche, à ce sujet-là, m'a pris à peu près une journée pour pouvoir essayer de tout documenter. Nawal dit, tout cela est tellement triste et glaçant. Il y a quoi dans les tiroirs secrets de la cellule Vrai du Faux pour cette semaine ? Alors pour cette semaine... Donc les tiroirs semi-secrets. Oui, semi-secrets, parce que les tiroirs finissent par se rouvrir, donc ils sont plus secrets. Là ce matin, ma collègue qui a travaillé, qui faisait le Vrai du Faux, s'était penchée sur le profil de l'assaillant d'Arras, pour savoir s'il était expulsable ou non, par rapport à ce que disait Gérald Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il n'était pas expulsable, et d'autres élus qui disaient qu'il était expulsable, et de fait il aurait pu être expulsé. Merci Thomas Pontillon, journaliste à la rédac de France Info, de la cellule Vrai du Faux. Je te chasse du studio. Merci. On se voit tout à l'heure pour un café, bien sûr. On va quitter le Proche-Orient, on quitte le sang, les larmes et la guerre. J'accueille notre deuxième plateau avec 3 autres invités. Je vous en prie, soyez les bienvenus pour le magazine du Stream.
Je vois que vous avez pris des places qu'en plus je vous avez attribuées mentalement, donc c'est très très bien. Bienvenue à tous les trois. Dans les canapes du grand stream du mardi, Marie-Stéphanie de la rédac de Mademoiselle. Salut Marie-Stéphanie. Salut. Julien Lausson de Numérama, de la rédac de Numérama, qui est partenaire aussi de l'émission. Et notre invité du jour, Stéphane Alix, journaliste, écrivain, spécialiste du paranormal. Je t'ai nommé comme ça, qui va nous parler de ce qui se passe après la mort. Ce sera en fin de stream. Ça te convient. Bonjour. Pour l'heure et pour l'instant, on va faire un tour du côté des livres, parce que ça réenchante un peu le monde, les livres, et c'est la prescription littéraire de Mademoiselle. La prescription littéraire de Mademoiselle avec la rédactrice en chef de la rédaction de Mademoiselle, qui est partenaire du stream. Salut Marie-Stéphanie. Salut. Marie-Stéphanie, cette semaine, tu vas nous parler d'un roman que tu n'as pas lâché. Ça s'appelle Panorama, de Lilia Hassen. Ça parle de quoi ? Absolument, c'est ce livre-là, Panorama de Lilia Hassen, qui a été publié chez Gallimard. En août, chez Gallimard. Et c'est effectivement un livre qui a été très difficile à lâcher. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore les livres comme ça. Donc, ça tombait bien. Ce roman, c'est un thriller. C'est le 3e de Lilia Hassen, donc publié en août, après L'œil du pan, qui était son premier roman, et Soleil amer. Et je dois dire que, d'après moi, c'est vraiment le meilleur des trois. C'est en tout cas celui que j'ai préféré. L'histoire, elle se passe en France, en 2049, dans un monde où règne la transparence. C'est peut-être un mot qui vous évoque quelque chose, la transparence ? Un petit peu, au niveau du numérique. Oui, par exemple. Alors, dans ce monde de la transparence, on suit l'enquête de Hélène, ex-commissaire de police, devenue gardienne de protection, qui appelait à enquêter sur la disparition mystérieuse de toute une famille, un couple et un enfant, les Royer-Dumas, disparus sans laisser de traces, si ce n'est une minuscule tache de sang, le 17 novembre 2049. Cette disparition, elle est d'autant plus mystérieuse que personne n'a rien vu, rien entendu, et c'est quelque chose qui est tout à fait inconcevable dans ce monde où en fait tout est à la vue de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut tout voir tout le temps. C'est ça ? Exactement. Ça se passe vraiment dans une France utopique de la transparence où les habitants vivent dans des maisons vivarium. Donc c'est littéralement des maisons en verre avec des murs en verre, un toit en verre et où tout est transparent. Donc il reste quasi plus rien de l'intimité si ce n'est un lit sarcophage qui permet quand même au couple de faire l'amour en toute intimité après avoir appuyé sur un bouton qui permet de recueillir le consentement de chacun des partenaires. Donc tu vois, il ne reste pas grand-chose. Et comment on en est arrivé là ? La transparence répond à quoi ? Alors, la transparence a un objectif qui est de faire baisser la criminalité dans le pays. Donc, c'est pour ça peut-être que ce mot est sonne assez de façon évocatrice dans nos oreilles, puisque l'idée, c'est d'éradiquer tout type de violence, des violences intrafamiliales, qu'il s'agisse des violences conjugales, des féminicides, de l'inceste, bref, de toutes les violences domestiques et également des meurtres commis dans l'espace public. Et ça fonctionne puisqu'à l'ère de la transparence, le taux de criminalité a considérablement chuté. Il est presque nul et d'ailleurs la police a quasi disparu, c'est pour ça qu'on parle de gardiens de protection et plus de policiers ou de policières. Et ces gardiens de protection, ils sont là pour assurer une surveillance bienveillante de la population. Par ailleurs, chaque quartier a une patrouille de surveillance qui veille chaque soir à ce que tout se passe parfaitement bien. Donc ça veut dire qu'ils vont littéralement regarder à travers les vitres des maisons de chaque habitant du quartier pour vérifier que... Il y a Quentin qui demande les toilettes. Les toilettes, alors oui, effectivement, dans le livre, Lilia Hassen a précisé que les toilettes et la salle de bain avaient des vitres sans teint qui remontaient jusqu'au niveau du buste, je crois. Préserver l'intimité. Donc voilà, il y a quand même, on n'a quand même pas envie de voir son voisin aller aux toilettes ou se doucher. Mais voilà, chaque année, c'est 17 000 décès prématurés qui sont évités selon le rapport positif avec un grand P de la transparence. Ici donc, aucune chance d'échapper au regard d'autrui, ce qui rend cette disparition, vous vous en doutez, encore plus étonnante. Sauf, il me semble que l'intrigue se déroule en 2049. 2049, à l'échelle même humaine, c'est tout proche, c'est dans moins de 30 ans. Il s'est passé quoi en France dans l'intrigue, bien sûr, pour qu'on en arrive là ? Alors, on comprend dès les premières pages du roman qu'il s'est passé effectivement quelque chose, un événement marquant pour qu'on en arrive là. Cet événement marquant, c'est la Revenge Week, ou la semaine de la vengeance qui a eu lieu en 2029. Tout part en fait d'un ras-le-bol général de la population française qui se dit que la justice ne fait pas son travail. Et plus particulièrement d'un post d'un influenceur, Julien Gomez, qui explique avoir été victime de viol de la part de son oncle,
mais qui raconte que il n'a pas pu porter plainte. Enfin, il a porté plainte, mais il y avait prescription, donc son oncle n'a pas été puni. Il fait un petit sondage sur son compte, sur ses réseaux sociaux, pour demander aux personnes qui le suivent que pensez-vous du fait de se faire justice soi-même ? Est-ce que je devrais me faire justice moi-même ? Et en fait, 87% de ses abonnés répondent oui. Donc dès le lendemain, Julien Gomez, sur une très bonne idée de sa part, décide de se rendre chez son oncle et de le tuer, tout simplement. Tout ça filmé sur les réseaux sociaux, évidemment. Et à partir de là, il y a énormément de monde qui se met à l'imiter en décidant pendant une semaine, une seule et unique semaine, de se faire vengeance eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle la Revenge Week. Suite à cette semaine de vengeance, le mouvement Transparence est lancé, puis des états généraux sont organisés et une toute nouvelle société voit le jour, matérialisée par ce grand bouleversement architectural qui fait de la France, en tout cas de certaines villes et de certains quartiers, un vivarium géant. Ouais, c'est un peu flippant, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit actuellement, d'une certaine manière, non ? N'est-ce pas ? Et c'est vrai que ça ne t'aura pas échappé, Ludovic, mais aujourd'hui... On réclame vachement de transparence, en fait. Ouais, on parle beaucoup de transparence. Je sais pas si c'est du voyeurisme ou du... Enfin, on a besoin de savoir ce qui se passe derrière... Derrière tout, derrière la vie politique, derrière la vie économique, derrière ce qu'on mange et également derrière ce qu'on consomme. Et puis surtout, on veut tout voir et tout connaître des autres. Et ça, les réseaux sociaux nous permettent de le faire et surtout nous donnent envie d'en savoir toujours un peu plus. Et ont déjà bouleversé notre rapport à l'intime, finalement. Et à travers cette enquête, on se rend compte que justement, ce monde de la transparence totale vers lequel on se dirige peut-être, ou dans lequel on vit peut-être déjà, renferme finalement pas que des avantages, bien au contraire. Et finalement, comme le livre le montre, la violence trouve toujours le moyen de revenir sous une manière ou une autre, sous une forme ou une autre. Parce que, comme le dit l'autrice, on ne peut réprimer ses pulsions et donner l'illusion de la perfection bien longtemps. Et c'est ça qui fait de ce livre un thriller haletant et aussi une critique acerbe de notre société. C'est bien reçu dans le chat, il y a Olivier qui dit « Ah, George Orwell », Kael qui dit c'est Big Brother en fait, Quentin qui nous dit c'est ouf, en tout cas ça donne envie de le lire. Trop bien. Puis j'ai vu, il fait 240 pages, ça plaira même à ceux qui ont peur des gros pavés. Tu peux peut-être nous lire un petit extrait pour nous appâter un peu plus. Carrément. Encore plus même. 17 novembre 2049, donc on est le jour même. La maison a été vérifiée de fond en comble. Pas de trappe sous le parquet, pas de cave interdite ni de passage secret. Sur la table de la cuisine, un gâteau d'anniversaire à peine entamé. Des bougies, 3 assiettes. Les Royers d'Humas ont été aperçus pour la dernière fois à 17h07 par la patrouille de voisinage. Comme tous les jours, Milo était rentré de l'école à pied. Ses parents l'attendaient. Le rapport n'indique rien de plus, rien d'anormal en tout cas. Mais une heure plus tard, à 18h22, une voisine alerte mon unité. Les vitres de la maison ont été savonnées, ce qui est formellement interdit par le règlement. Quand les gardiens arrivent, la mère, le père et leur petit garçon de 8 ans ne sont déjà plus là. Leurs téléphones sont introuvables et personne ne les a vus partir, ce qui semble impossible. Dans un monde où tout le monde peut observer tout le monde, les disparitions sont des évasions. Surtout, ils habitent à Paxton, le coin le plus huppé de la ville. En tant qu'habitante de Bentham, un quartier moins aisé, je peux vous assurer que leur protection est optimale. Chez eux, la transparence est une religion. Les voisins sont vigilants et les baies vitrées gigantesques. Personne ne possède de voiture. Un tramway, transparent forcément, circule nuit et jour à Paxton. Il est toujours bondé. À l'entrée de ce district, des gardiens privés contrôlent les allées et venues des habitants et enregistrent l'identité de leurs invités. Même les plantes poussent bien droit, aidées par des tuteurs en bois. C'est le quartier des orchidées et des fleurs sans épines. Là-bas, tout n'est que luxe, calme et sécurité. Scarou nous dit pitch ultra intéressant et miroir grossissant de la situation actuelle. C'est acheté. Merci pour la découverte. Magnifique. C'est Panorama de Lilia Hassen aux éditions Gallimard est disponible selon la formule consacrée chez tous les bons libraires. Marie-Stéphanie, peut-être un petit mot sur ce qui fait l'actu chez Mademoiselle en ce moment. Ouais. 2 papiers à pas manquer, par exemple. Alors, carrément, 2 papiers à ne pas manquer. Qu'est-ce qu'on a publié d'intéressant Ou 3, hein. Tu me prends de court en fait. Donc, et je veux pas dire
Mais sinon, on peut Je veux pas dire de bêtises. Mais les modos pourront envoyer sur Mademoiselle si t'en as pas en tête. Ouais. Vous avez une production qui est assez riche quand même. Ouais, carrément. En fait, c'est ça. Ma question était un peu piège quand même. La question était carrément Et elle piège. n'était pas très sympathique. C'est pas très confraternel. Sachant qu'on est un média d'actu chaude, on publie pas mal de choses tous les jours. Mais non, je ne peux que vous dire d'aller sur Mademoiselle et de nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être informé de toute l'actualité au féminin. Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de la rédaction Mademoiselle, le magazine qui écrit la société au féminin. Tu restes ici, Marie-Stéphanie, bien sûr. Yes, avec plaisir. On quitte un instant la Terre pour se rendre dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais qui est pourtant familière à beaucoup d'entre vous. On va parler de Star Wars. Et la dernière série en date, Ahsoka, et c'est d'ailleurs le déclic Numérama. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, tu es journaliste à la rédac de Numérama, qui est partenaire du stream. Ahsoka, c'est quoi? Et surtout, c'est qui? Alors Ahsoka, c'est une série télévisée qui vient d'être diffusée sur Disney+. Donc c'est une série de 8 épisodes. War is inevitable. One must destroy in order to create. Et We are no Jedi. L'histoire nous permet de suivre une héroïne Jedi, Ahsoka Tano. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find... Essaye de l'accompagner dans sa quête pour retrouver un ami qui a disparu. Et elle découvre qu'une menace qui avait disparu depuis longtemps est en train de revenir potentiellement dans la galaxie. Donc en fait, les deux intrigues finissent par se recouper. Donc évidemment, je ne vais rien vous révéler de ce qui se passe dans la série. Mais voilà, on suit une héroïne Jedi qui donne en fait la suite d'une précédente série, Rebels, qui se passe à peu près 10 ans avant, à peu près. C'est une série un peu particulière parce qu'elle intègre le Mandoverse. Je le dis bien ou pas, Julien? Tu le prononces plutôt bien, je dois reconnaître. Qu'est-ce que c'est que le Mandoverse? Alors le Mandoverse, si vous connaissez un peu ce que fait Marvel au cinéma, en fait c'est un univers partagé où on a des personnages qui s'entrecroisent dans les séries. Actuellement, il y a 3 séries qui sont dans le Mandoverse. Il y a le livre de Boba Fett, il y a le Mandalorien et puis il y a Ahsoka. Et normalement, donc chaque série développe sa propre intrigue, évidemment. Et normalement, à l'issue de ce Mandoverse, il doit y avoir un film. On ne connaît pas encore vraiment la date. On pense que ce sera d'ici la fin de la décennie, probablement 2027, 28, 29. Donc voilà, on est sur un univers partagé. Alors c'est beaucoup moins ambitieux que ce que fait Marvel, puisque Marvel, on est déjà à des dizaines de films. Hein. C'est quelque chose de considérable. Mais c'est quelque chose qui se fait maintenant dans la télé, dans le streaming, en gros. Et on en est où là d'ailleurs, côté film Star Wars? Alors au niveau des films, il y a eu la post-logique qui s'est déroulée donc entre 2017 et 2019. Donc il y a eu 3 films. Pour l'instant, on a été un peu déçus de la part de Lucasfilm, puisqu'il y a eu beaucoup de projets qui avaient été annoncés et finalement des projets ont été remis au placard, ça a été annulé, etc. Aux dernières nouvelles, 3 films ont été annoncés pour cette décennie. Alors on aurait un film sur Rey, donc l'héroïne de la 3e trilogie, donc ça se passerait à peu près 15 ans plus tard. On pense elle va refonder l'ordre Jedi, elle va être maître Jedi, etc. On aura le film qui conclura le Mandoverse. Et le 3e film devrait normalement nous plonger à l'aube des Jedi, 25 000 ans avant tout ce qu'on connaît de Star Wars. Donc c'est vraiment peut-être la découverte de la Force, la construction des premiers sabres laser, etc. Donc 3 nouveaux projets et un film avec Rey qui est une sorte qui symbolise un peu le changement de la représentation féminine chez Star Wars. Voilà. Ce que tu m'écrivais avant, quand on préparait l'émission. J'imagine que vous avez au moins vu la première. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous connaissez Star Wars. Stéphane, je ne pense pas que je vais trahir quoi que ce soit ou vous prendre de court, mais c'est vrai qu'historiquement, il y a toujours eu des personnages relativement
forts, donc des personnages féminins relativement forts dans Star Wars, mais peu nombreux. Enfin, c'était, il y avait Leia dans la première trilogie, on a eu Padmé dans la deuxième, et c'était des personnages forts, mais un peu bridés ou un petit peu parfois ramenés à un objet, par exemple de sensualité pour Leia, lorsque elle est représentée en esclave dans une sorte de bikini, où Padmé, on lui donne un rôle un peu politique, mais on la ramène également à une simple intrigue amoureuse pour le héros. Donc voilà, jusqu'à présent, ça a été toujours des personnages féminins moyennement bien traités. Avec la dernière trilogie, l'héroïne principale, c'est Rey, c'est sûr et certain. Elle a on va dire, on lui donne une vraie trajectoire narrative. Ça s'est vu également avec un film dérivé qui s'appelle Rogue One, qui était sorti en 2016, où pareil, l'héroïne c'est une jeune femme, Jyn Erso, qui a également sa propre aventure, elle n'est pas réduite à une intrigue amoureuse, etc. Et on commence aussi à voir ce même mouvement dans les séries télé. Pour vous donner l'exemple de Ahsoka, puisqu'on en parlait au début, beaucoup de personnages féminins, il y a 3 ou 4 personnages féminins forts, qui parlent entre elles, qui ne parlent pas forcément d'hommes, elles ont leurs propres objectifs, leurs propres envies, leurs propres difficultés. Et la prochaine série, pas la prochaine, mais la suivante, qui s'appelle L'Acolyte, devrait également mettre un casting féminin assez conséquent. Donc on voit quand même une espèce d'effort, toute proportion gardée, j'entends, puisque ça reste Disney, qui est une société relativement conservatrice quand même. Mais on voit quand même un mouvement, dans Star Wars en tout cas, où on essaye d'avoir une représentation des femmes plus importante. Et puis même, sur les questions LGBT, ça bouge un tout petit peu. Pour vous donner 2 exemples. Alors, le premier exemple est vraiment, on va dire, je dirais assez faible, puisqu'à la fin de l'épisode 9, on voit 2 femmes s'embrasser, mais c'est vraiment un plan à la fin... Furtif, fugace. Très fugace, ça dure quelques secondes. Par contre, dans la série Andor, qui est une excellente série sur Star Wars, il y a 2 personnages féminins qui sont un couple lesbien, et puis, l'histoire n'est pas centrée là-dessus, mais c'est développé. Ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, on va dire, dans les films et les séries Star Wars principales. Marie-Stéphanie, je te vois acquiescer. Ah, je trouve ça génial. Voilà, je recommande de suivre justement pour ces questions sociétales qui commencent à infuser à travers un univers de science-fiction. Stéphane, tu as vu la série peut-être ? Ouais, mais vous n'étiez pas né quand j'ai vu la première. Tu es un peu le doyen du plateau, c'est ça ? On pouvait encore fumer dans les cinémas, c'est vous dire. Wow. Il y a Kyle qui nous dit pardon, moi ambitieux, Ahsoka elle a plus de temps d'antenne qu'Anakin Skywalker, c'est vrai ? Alors, de temps d'antenne, de temps de... Alors, ça dépend. Alors, je ne veux pas trop spoiler ce qui se passe dans Ahsoka, puisqu'il y a évidemment des personnages emblématiques de la saga qui apparaissent. Après, ça dépend comment on compte le temps d'écran. Dans les 3 films de la prélogie, donc qui sont sortis dans les années 2000, Anakin a un temps d'écran énorme, puisque c'est l'un des héros. Là, évidemment, Ahsoka, c'est la série sur cette héroïne Jedi, donc je ne sais pas comment on pourrait chronométrer, mais ce qui est vrai, c'est que dans la série, c'est Ahsoka le personnage principal. Elle a un temps d'écran considérable, elle est plutôt bien développée, et puis c'est un personnage... j'allais dire attachant au sens où... Elle ressemble à quoi ? C'est qui pour ceux qui n'ont pas vu la série ? Alors tu veux dire l'héroïne ? Ahsoka. Alors c'est une extraterrestre, c'est pas une humaine. C'est ce qu'on appelle une Togruta. Bon, en gros, elle a une peau plutôt rouge, elle a des tatouages de couleur blanche avec des formes géométriques, et puis elle a une espèce d'appendice qui lui sort de la tête. On pouvait croire à une sorte de coiffe, mais non, ça fait partie de son corps. Et puis c'est une chevalière Jedi qui manipule la force, qui se bat très bien, et qui a un caractère assez indépendant. C'est un peu un archétype de femme forte. Elle sait ce qu'elle veut, elle n'hésite pas. Elle a quitté l'ordre de Jedi quand elle était plus jeune. Et puis c'est un personnage qu'on a suivi, qui est fascinant parce que ce personnage est né en fait dans un film d'animation en 2008. Et en fait, ça a un côté presque personnage doudou, j'allais dire, puisque beaucoup de gens ont suivi sa progression. C'est quoi un personnage doudou ? Ah oui, quelque chose qui te suit, c'est ça ? C'est ça, c'est que on la découvre adolescente en 2008, toute jeune, en début de formation de Jedi, et puis elle grandit,
elle est confrontée des fois à des choses terribles. Elle voit parce que la guerre apparaît dans la galaxie, donc elle voit des amis mourir, elle voit des Jedi mourir. Donc elle grandit, elle mûrit, elle se retrouve en rupture avec son ancien maître, qui était Anakin Skywalker, le futur Dark Vador. Et puis elle grandit, et donc on suit ce personnage-là. Donc c'est ça qui est très attachant, c'est que pour beaucoup de gens qui ont découvert ce personnage à l'époque, on grandit avec elle. Et c'est plaisant. Est-ce qu'il pourrait y avoir une interview d'Ahsoka dans Mademoiselle, Marie-Stéphanie ? Ah ouais, grave. J'étais en train de me dire que c'était un super sujet. Et elle est incarnée par Rosario Dawson, qui est une actrice que j'aime beaucoup, personnellement. Voilà. Il y a quoi dans les tubes chez vous, à Numérama, en ce moment ? Beaucoup de choses, puisqu'on a beaucoup de rubriques, mais pour vous. C'est pareil, donner... c'est la question piège un peu à la con. Alors, on va dire pour c'était l'interro aujourd'hui. C'est un peu surprise. Pour les univers que moi je couvre spécifiquement, alors par exemple pour l'actualité spatiale, on a eu récemment un lancement où on a envoyé une sonde pour explorer ce qu'on appelle un monde de métal. En fait, c'est un astéroïde qui comporte beaucoup de composés métalliques. Donc, la NASA s'y intéresse beaucoup. Donc, le rendez-vous avec cet astéroïde est dans 6 ans. Et sur les sujets, on va dire, liés à l'actualité plus numérique, alors, en fait, le tragique nous a rattrapés. Il y a eu l'attentat à Arras et puis là, ce qui vient de se passer en Belgique. Et il y a des problématiques à la fois de viralité des contenus vidéo qui ont été diffusés en ligne, parce que ça s'est passé dans un lycée, tous les lycéens ont des téléphones, donc énormément de vidéos ont été propagées en ligne, et donc ça pose des problèmes de modération, etc. Et l'autre sujet qui concerne également Arras et qui commence à prendre de l'ampleur, hier il y a eu un point presse par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui évoquait, alors il faisait un peu l'état des lieux de la surveillance du suspect. Il expliquait que les écoutes téléphoniques n'ont rien donné, la géolocalisation n'a rien donné, et se pose la question de a-t-il communiqué avec des messageries chiffrées ? Et ça pose le problème, toi qui parlais de transparence, ça pose la problématique de faudrait-il ouvrir les messageries chiffrées, puisque alors que ça soulève des problématiques de vie privée, de confidentialité. On peut déjà plus ou moins le faire, non ? Il me semble, non ? C'est un sujet qui est récurrent pour prendre le cas de la France. En France, on n'est pas si respectueux que ça de... Alors, pour prendre le cas... un peu de contexte. Quand Emmanuel Macron s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle, il y avait cette question de faut-il affaiblir le chiffrement au nom de la sécurité ? Donc il y a toujours cette balance entre où est-ce qu'on met le curseur entre la vie privée et la sécurité. Il serait exagéré de dire qu'en France, c'est ouvert à toutes les portes, enfin tout est ouvert et tout est lisible. Il y a quand même le secret des correspondances qui est appliqué en France. Il faut souvent un magistrat quelque part. Voilà, il y a quand même la boucle judiciaire qui intervient, et puis il y a quand même un mouvement qui a été... qui arrive après Edward Snowden et ses révélations, c'est que tout le monde s'est mis à chiffrer le web. Donc en fait, la connexion entre votre navigateur web et le site web que vous visitez, maintenant, est généralement chiffrée. Alors ça ne garantit pas une protection absolue de tout contre tout, mais en gros, on ne peut plus voir spécifiquement quelle page... Par exemple, si vous vous connectez à Wikipédia, on sait que vous vous connectez à Wikipédia, mais on ne sait pas sur quelle page spécifiquement vous êtes. On sait que vous vous connectez à Mademoiselle, par exemple, mais on ne saura pas en détail, tiens, on a vu tel ou tel article. Merci Julien Leçon de la rédac de Numérama. Il y a Julot qui nous dit qu'il est à la bourre et qui dit « Hello le talk, je sors de l'avion ». Peut-être que tu as rencontré Mathis, le programmateur de l'émission, qui était bloqué dans son avion à Lisbonne. C'est pour ça qu'on va chercher les invités un peu nous-mêmes aujourd'hui. Donc écoute, bienvenue Julot, tu arrives sur la deuxième partie, tu vas pouvoir rencontrer comme ça Stéphane Alix. Julien, tu nous as emmenés dans les étoiles. On va aller encore plus loin avec notre invité du jour qui lui va nous emmener par-delà la vie, l'infini, les étoiles et même après la mort. C'est ce que tu vas nous raconter, Stéphane Alix, tu es l'invité du jour.
Rebonjour Stéphane Alix. Rebonjour. Stéphane, tu es journaliste, tu as animé la série de documentaires Enquêtes extraordinaires diffusée en 2010 et 2013 sur M6. Tu es aussi et surtout un ancien reporter de guerre. Après la mort de ton frère Thomas lors d'un reportage sur les routes d'Afghanistan, tu te poses cette question, où est passé ton frère? Avec en creux une autre question, qu'est-ce que devient notre conscience? De ces questions, tu as fait un livre qui s'appelle La mort n'existe pas, paru chez HarperCollins le 4 octobre. Cyril Wick, voilà, vous avez la couverture. On mettra le lien vers HarperCollins dans le chat. Tu es en quelque sorte un spécialiste du paranormal. J'aime pas ce mot parce que ça n'a rien à voir avec du paranormal. Voilà, on en parlera après. Mais surtout, ça amène toute sa cohorte de fantasmes, d'idées préconçues. Non, ces sujets-là sont du normal, sont des sujets sur lesquels on peut enquêter, travailler en tant que journaliste de façon très rationnelle. C'est ce que j'ai fait depuis pas mal d'années maintenant. Alors, tu es aussi un auteur prolifique, tes livres marchent super bien. Et La mort n'existe pas, on lui prédit un bel avenir. C'est Merci. Quoi ce livre? C'est précisément 15 années d'enquête et de synthèse de toutes les informations scientifiques, les études qui ont été faites sur toute une frange d'expériences humaines qui se produisent tout autour de nous, dont on ne parle pas, ou alors qu'on classifie très rapidement comme ça, comme tu l'as dit. De paranormal. De paranormal, alors que ça n'en a rien. Je pense par exemple à quelque chose que beaucoup d'auditeurs ont dû entendre évoquer, qui s'appelle les expériences de mort imminente. Les gens qui, pendant un arrêt cardiaque, un accident de voiture ou dans un bloc opératoire, non seulement ne sont pas inconscients, mais ont l'impression de reprendre conscience depuis le plafond et d'observer la scène. Est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est un cerveau en souffrance qui provoque ce type de délire? Est-ce que c'est des rêves? Voilà le type de questions que j'ai posées. Je suis allé interroger des centaines de témoins. Depuis 15 ans, ça commence à faire beaucoup. Des chercheurs qui, à travers le monde entier, étudient ces phénomènes-là. Et ça permet notamment de s'apercevoir que non, ces expériences n'ont rien à voir avec un rêve, avec une reconstruction, avec l'imaginaire. Un cerveau qui est en arrêt cardiaque, un corps qui est en arrêt cardiaque conduit à ce que le cerveau, au bout de 20 secondes, ne soit plus irrigué. Donc les cellules ne meurent pas, sinon c'est la mort cérébrale et il n'y a pas de retour. Mais les cellules sont en pause, elles n'ont plus aucune activité. Et pourtant, dans ce moment où, a priori, selon tous nos modèles, on devrait être HS, dans le coma, 20% des gens qui sont ramenés d'arrêt cardiaque disent non, j'étais pas du tout inconscient, au contraire, j'étais extrêmement conscient, j'ai observé la scène du dessus, je me suis même promené à l'extérieur de l'hôpital, et d'ailleurs j'ai vu plein de choses que je peux vous décrire. Et quand on fait un travail journalistique d'enquête, on s'aperçoit que ce que certains témoins disent avoir observé, ce sont des choses qui sont avérées, qu'on peut vérifier. Et là, on n'a aucune explication conventionnelle pour... imagine que là, je fasse un arrêt cardiaque et je suis capable de te décrire que dans le bureau au rez-de-chaussée, il y a une dame blonde qui est en train d'écrire sur un bouquin avec une couverture rouge. Et des témoignages et des récits et des choses extrêmement précises comme ça, on en a. Et un travail d'enquête rationnel permet de mettre ça en évidence. Alors, on va peut-être parler un peu de science après. Ce livre, tu l'as écrit pour ta fille, je crois. Oui, parce que ma fille... moi, j'ai perdu mon frère il y a 22 ans de ça, en Afghanistan. Ma fille avait eu 3 ans à l'époque. Et je me suis aperçu qu'on en a toujours parlé à la maison. C'est-à-dire que j'ai jamais essayé de mettre la mort sous le tapis en disant non, on n'en parle pas, c'est trop douloureux. Elle avait des questions d'enfant, j'essayais d'y répondre. Et toute notre vie, elle a été la témoin de mes enquêtes, de mes voyages, de ce que j'ai pu rapporter, de mes rencontres avec certains témoins qui ont été parfois bouleversantes. Et elle a observé ça. Alors ça n'a pas été un sujet totalement envahissant dans sa vie, mais c'était présent. Et je vois combien aujourd'hui... grâce au fait qu'on ait pu parler normalement de ça, désamorcer les peurs, désamorcer les craintes, l'appréhension, elle est très apaisée par rapport à cette question. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de mourir et qu'elle sera tout à fait détendue comme moi je mourrai sans doute avant elle, mais il y a toute une gamme de craintes et d'appréhension qui a disparu. La peur, en fait, elle est nourrie par l'inconnu et par la méconnaissance qu'on a des sujets. Parler de la mort, exprimer les émotions qu'on peut avoir par rapport à ça, en famille, avec des proches, ça permet déjà de faire baisser le curseur de tension, et c'est déjà très important, quoi. Alors, tu as rencontré qui, par exemple? Voilà, Tu parlais de rencontres particulièrement bouleversantes, ou marquantes. Écoute, on est dans une actualité terrible avec encore des attentats. Je me souviens de parents ayant perdu leurs enfants, notamment pendant les attentats du 13 novembre, et qui ont vécu des expériences qui sont très fréquentes, en fait, qu'on appelle vécu subjectif de contact avec un défunt, c'est-à-dire quelques jours ou quelques semaines après le départ d'un proche. Ça s'appelle le VSCD. VSCD. Les gens disent avoir senti sa présence ou l'avoir vu ou avoir eu vraiment une expérience, oui, parfois visuelle. Et là, en l'occurrence, c'était une maman qui avait perdu son fils pendant ces attentats et qui m'a décrit cette expérience avec à la fois une personne très rationnelle, très dans le discernement, qui me disait « mais ce que j'ai vécu n'est pas possible ».
Et en même temps, c'était tellement intense et tellement réel que je n'arrive pas à m'imaginer que ça puisse avoir été uniquement mon imagination. Et quand elle en parle à son psy a l'intelligence de lui dire, écoutez, madame, je vois bien que c'est pas vous qui avez inventé ça, je vois bien que c'est pas votre imaginaire. Beaucoup de gens vivent ce type d'expérience, je ne peux pas vous expliquer de quoi il s'agit. Et quand on fait des études, on s'aperçoit que plus de 50% des gens en deuil vivent ce type d'expérience-là. Donc balayer ça d'un revers de la main, de dire oh, c'est n'importe quoi, c'est des croyances, ça vous fait du bien, c'est pas rationnel, ça ne tient pas la route. Donc quand on va en parler à des psys, quand on essaie de collecter des témoignages et d'analyser le contenu, la phénoménologie de ces témoignages, de le mettre en corrélation avec l'état psychologique de la personne en deuil, etc., on s'aperçoit que nos idées préconçues sautent les unes après les autres et qu'on est devant un mystère. On est devant un mystère qui, d'un plan purement journalistique, est absolument fascinant à investiguer. Alors il y a Monsieur Sanchou qui doute, qui dit est-ce que le témoignage fait office de preuve, même s'il y en a beaucoup, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous posez la question à un avocat général au barreau de Paris ? Bien sûr que le témoignage suffit. Pas un seul témoignage qui ne peut pas être croisé. C'est un travail journalistique, c'est ça qu'il faut... Mais mon travail journalistique, ça s'apparente vraiment au travail d'un procureur dans un tribunal. Quand il s'agit d'interroger des témoins, le témoignage tout seul ne vaut rien. Le témoignage vaut quelque chose s'il peut être croisé avec d'autres témoignages, s'il permet de construire une hypothèse et de l'étayer. C'est la base du métier de journaliste. Avant de travailler sur ces sujets effectivement un petit peu étranges, je travaillais sur le trafic de drogue, je travaillais sur le terrorisme, et je faisais mon métier exactement de la même manière. Tu l'as traité de la même manière. Je ne crois pas un témoin parce qu'il me raconte quelque chose, je crois un témoin parce que j'ai été capable de déconstruire son témoignage, de le croiser avec d'autres témoignages, et de faire un boulot de journaliste comme ce que vous faites ici. Alors il reste quoi après la mort ? Il reste l'âme. On parlait du poids de l'âme un moment. Qu'est-ce que les scientifiques disent ? Ce que je mets en évidence dans le livre, en fait, c'est le consensus auquel arrive une partie de la communauté scientifique, qui est de dire de façon très concise, la conscience ne se limite pas à l'activité de notre cerveau. C'est-à-dire que la conscience, elle n'est pas que la fabrication de notre activité cérébrale. Sous-entendu, quand le cerveau cesse de fonctionner, il y a une partie de notre conscience qui ne cesse pas nécessairement de fonctionner. Où elle va ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, on entre dans un champ faramineux, mais notre conscience possède une dimension spirituelle, disons-le, c'est-à-dire qui n'est pas bloquée ni dans le temps ni dans l'espace. Et curieusement, c'est ce que mettent en avant certaines traditions spirituelles depuis des millions d'années. Et là, la science, et c'est ce que j'ai mis en évidence un peu dans cette synthèse qui fait l'objet de 15 années de recherche à travers le monde, c'est que nous avons en nous quelque chose qui est immortel. Alors tu as exploré un peu toutes les pistes, celles de la science, mais celles aussi du chamanisme, tu as même pris des produits psychédéliques. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'expérience de la mort, selon ce que tu as expérimenté peut-être toi-même, et ce que tu as entendu, ce que tu as entendu témoigner peut-être ? Si je dois résumer de façon assez synthétique, cette dimension spirituelle, cette dimension de conscience fondamentale que l'on a, elle est au quotidien complètement inhibée et écrasée par notre activité cérébrale. Parce qu'on est des êtres humains, on interagit les uns avec les autres, donc on a un fonctionnement cérébral qu'on connaît. Les neurosciences décryptent assez bien comment fonctionne notre cerveau, comment il apprend en permanence, comment il anticipe en permanence. Ce mécanisme cérébral inhibe complètement notre intuition et notre accès à une dimension spirituelle. Donc tout ce qui altère un petit peu ce fonctionnement normal de notre cerveau nous réouvre paradoxalement une dimension spirituelle. Donc une expérience de mort imminente, arrêt cardiaque, le cerveau se met en pause, hop, on vit une expérience psychospirituelle. Les psychédéliques ou la méditation ou le chamanisme, on voit que l'effet sur le cerveau est aussi un effet de réduction d'une certaine forme d'activité. C'est assez fascinant ça. Et donc l'expérience chamanique que j'ai pu vivre pendant pas mal de temps, notamment en Amazonie, on sait ce que ça fait sur le cerveau. Ça fait baisser une activité globale d'un réseau neuronal qui s'appelle le réseau mode par défaut. Et paradoxalement, plutôt que de me rendre éteint et de me rendre inactif, ça éveille et ça ouvre un champ de conscience plus vaste. Donc dès qu'on baisse un peu notre activité cérébrale, soit violemment, soit modérément, soit tranquillement comme avec la méditation, on ouvre à une dimension plus profonde de notre être. Et les recherches en neurosciences sur la méditation disent exactement la même chose. Mais ça se fait plus tranquillement, plus posément, plus modéré. La méditation, dans son essence, c'est pas un produit anti-stress. La méditation, dans son essence, c'est une porte ouverte vers notre âme, vers notre intuition, vers une dimension plus profonde de notre être. Tu défies un peu les religions avec ce livre, puisqu'il y a pas mal d'entre elles qui ont qui ont voulu dire leur dernier mot sur ce qui se passait après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort donc Moi, mon approche, elle n'est pas du tout une approche de croyant. Tu sais, quand j'ai ramassé le corps de mon frère en Afghanistan, ça a rendu ma démarche, je dirais, beaucoup plus intransigeante. Je ne suis pas en recherche d'une croyance ou d'un truc qui me plaît. Je suis en recherche de faits. Est-ce que
concrètement, en tant que journaliste, en tant que scientifique, on peut s'intéresser à la question de la conscience, de la vie après la mort, oui ou non. À partir du moment où on peut le faire, je me devais à la mémoire de mon frère d'être le plus rigoureux possible et plus encore rigoureux que je ne l'avais été sur d'autres thématiques. Donc mon livre, La mort n'existe pas, c'est pas une croyance, c'est un constat sur lequel des scientifiques se retrouvent, d'autres s'y opposent. Hein. Bien évidemment, la science, c'est une grande communauté avec des avis qui divergent selon les sujets étudiés. Mais il y a quand même une partie des scientifiques qui disent oui, aujourd'hui, on a peut-être suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience ne se réduit pas à l'activité de notre cerveau. Donc, c'est pas une croyance. Les religions, c'est une façon d'organiser et de mettre en commun de façon contextualisée, culturelle, etc., cette dimension spirituelle qui est constitutive de l'être humain. Et puis on voit vers quel errement ça peut conduire. Il y a Zigor qui pose une question, je ne sais pas si tu saurais répondre. Il dit oui, ou alors le cerveau invente une histoire pour combler le temps où il n'a pas de souvenir. On voit ça dans le SD de Korsakoff, mais je ne sais pas ce que c'est que le SD de Korsakoff, peut-être que tu sais, avec des faux souvenirs et de fausses reconnaissances, comme chez les alcooliques. Oui, bien sûr, mais il y a plein d'explications, d'hypothèses qui ont été formulées par les scientifiques pour essayer de comprendre comment une personne peut raconter avoir vécu une expérience impossible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels faits je peux vérifier. Donc, quelqu'un qui me dit j'ai une grande expérience dans la lumière, c'était de l'amour, etc. Ok, là, il n'y a rien qui me permet d'objectiver son expérience, si ce n'est peut-être l'impact psychologique que ça a eu sur la personne. En revanche, si la personne est sortie de son corps et qu'elle me dit être allée dans la pièce d'à côté et avoir vu un détail, une chose extrêmement précise qui aurait ni pu être déduite, ni pu être inventée, ni pu s'adapter à n'importe quelle situation, là je me dis, bon, comment ça explique ça ? Comment une reconstruction peut me permettre... Je prends un exemple, un type qui arrive aux urgences dans un état de coma. C'est un cas qui est cité dans une étude qui est publiée dans The Lancet. Le type arrive aux urgences, il est déjà inconscient, il est déjà dans le coma. The Lancet, donc référence scientifique. On le ranime. Publication sérieuse. L'infirmière, pour le ranimer, doit l'intuber. Elle s'aperçoit qu'il a un dentier. Elle enlève le dentier, elle l'intube, elle met le dentier sur un chariot. Et puis, il faut 1h30 pour ranimer le mec et le ramener à un état de stabilisation. Il est emmené en salle de réveil. Et puis, quand il se réveille quelques jours plus tard, il dit « Mais où sont mes dents ?» Et là, personne n'est foutu de savoir où on a mis ses dents. Et voilà, on ne le retrouve pas. Et au bout d'une semaine, l'infirmière qui l'a intubé était partie en congé, elle revient, et quand elle arrive dans sa chambre, le type la reconnaît, dit « Ah, c'est vous qui m'avez intubé, c'est vous qui avez enlevé mes dents, vous l'avez mis sur un chariot, retrouvez-les-moi. » Le problème, c'est que cette personne, elle est arrivée inconsciente à l'hôpital, elle était en état de défibrillation, donc ce n'est pas un arrêt cardiaque, mais 20 à 30% de l'activité sanguine persiste et de la pression sanguine persiste. Donc son cerveau, il n'est clairement pas en capacité d'observer, de voir, de se souvenir. Et là, il a décrit la scène comme s'il l'avait vu, mais comme des millions de gens ont décrit, comme s'il avait vu ça du plafond en notant les détails. Et voilà une anecdote, un dentier posé sur un chariot que le type a vu. Des cas comme ça, il y en a mais vraiment un nombre incroyable. Julien, Marie-Stéphanie, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça vous fait peur, vous, la mort ? Vous avez peut-être déjà eu des expériences de mort imminente ? Non, alors moi j'ai dans ma famille un oncle qui a vécu cette expérience-là. Je trouve ça vraiment très intéressant comme sujet et aussi mystérieux que ça puisse être évidemment. Mais je me demandais si parmi les personnes que vous avez interrogées qui ont vécu ces expériences de mort imminente, il y avait des choses qui pouvaient les rattacher entre elles, parce que vous parliez de la méditation tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'est des questions que vous leur avez posées. Est-ce que c'est des personnes qui, peut-être pour une chose ou une autre, se ressemblent ou partagent quelque chose de similaire? Il y a quelque chose qui est très impressionnant au plan psychologique, c'est l'impact que cette expérience a sur des chemins de vie. C'est vrai qu'on a fait des études en psychologie pour voir si, par exemple, la peur de la mort pouvait modifier vraiment votre comportement à long terme dans votre existence. Et ça suffit pas, en fait. Vous pouvez avoir des gens qui ont vécu ou qui ont cru mourir dans un accident de voiture, ça va les bouleverser sur le moment, mais il ne va pas y avoir d'impact et de changement durable à très long terme. En revanche, avec une expérience de mort imminente, si. Il y a quelque chose de fondamentalement... resetter, je ne sais pas si le terme est convenable informatiquement parlant, mais c'est comme si on faisait un vrai reset, comme s'il y avait quelque chose qui se réalignait. C'est une expérience psychospirituelle par essence, donc elle vous confronte à quelque chose de profondément réel. Enfin, c'est ce que décrivent les témoins. Ils disent « j'ai l'impression de m'être réveillé pendant cette expérience ». Elle a pu durer 10 secondes, 20 secondes, peut-être 1 minute, mais pour elle change radicalement l'entièreté de leur vie. Elles refondent leurs valeurs. Si c'est des personnes qui étaient dans une dynamique peut-être très, très matérialiste, l'argent en premier, le plaisir, elles réajustent complètement leur activité, elles deviennent qui infirmières, qui aides-soignants. Et cet impact psychologique, c'est vraiment ce qu'a frappé les chercheurs au début de l'intérêt sur les expériences de mort imminente, parce qu'il n'est pas anodin. Comment se fait-il que des gens, à travers cette expérience-là, aient un tel changement de vie ?
qui ne s'explique pas uniquement par des facteurs psychologiques connus, quoi. Et c'est comment approcher la mort sans mourir, Stéphane Alix? Bah vous verrez. En fait, non. C'est ce que vous me souhaitez là tout de suite? Non. Sur ce plateau? Le plus longtemps possible. Comme vous l'avez souligné, je me suis aussi intéressé à essayer de croiser les différentes traditions spirituelles et de voir si, au-delà des différences qui frappent et qui sautent aux yeux, il y avait quand même des points communs. Et j'ai été assez troublé de m'apercevoir qu'entre le bouddhisme, le chamanisme et différentes traditions, même l'Ars Moriendi, qui est un livre, un guide des morts chrétiens, s'il y avait des points un petit peu communs. Et il y en a. Et un lama tibétain m'avait répondu à ce sujet. Vous savez, la mort, en fait, c'est comme le moment de l'endormissement. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit, vous commencez à vous assoupir de plus en plus, vous lâchez prise, et à un moment, vous perdez connaissance, et vous vous réveillez. Mais vous vous réveillez dans le rêve. Vous ne savez pas que vous rêvez, vous ne savez pas que vous êtes endormi, vous êtes dans une situation de vie, une situation de conscience tout à fait normale. Il va falloir peut-être un peu de temps, ou finalement se réveiller beaucoup plus tard pour vous apercevoir « Oh là là, mais j'étais en train de rêver ». La mort, vous plongez dans un rêve qui, au dire des témoins, est beaucoup plus réel que celui que nous vivons là maintenant. C'est un réveil. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça, c'est un des grands mystères qui reste à explorer. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que la science permet aujourd'hui de dire que la conscience ne s'arrête pas. La conscience continue. Ce qui meurt, et c'est pour ça que ce livre porte ce titre, « La mort n'existe pas », bien évidemment que la mort existe. Mon frère est mort, mon père est mort, je ne la verrai plus dans cette existence-là. Mais qui est-ce qui est mort d'eux ? Je ne connaissais que leur visage, je ne connaissais que leur apparence, mais il y avait quelque chose d'immortel en eux, et cette chose immortelle, elle continue d'exister. Et ça, encore une fois, la science permet d'en attester de ça aujourd'hui. Alors, dans le chat, il y a Monsieur Sancho. Salut, Monsieur Sancho. Monsieur Sancho, t'es pas sympa. Qui, depuis tout à l'heure, Monsieur Sancho, il doute. Il croit pas ce que tu dis, Stéphane. Mais en fait, et donc, Monsieur Sancho, en fait, me dit, mais Ludo, il n'ose plus poser des questions. Si j'invite Stéphane Alix, c'est que j'estime que sa publication est suffisamment sérieuse et suffisamment intéressante pour qu'il soit présent sur le plateau. C'est pour ça que je ne fais pas relayer toutes tes questions. Donc voilà, Monsieur Sancho ne croit pas du tout à ce que tu dis. Ne va pas acheter ton livre. Il y en a d'autres que ça intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et tu vois, c'est intéressant. Mais voilà. Mais en tout cas, Sancho... ça suscite des réactions, ça suscite plus de réactions, c'est intéressant, sur ce deuxième plateau qui est un plateau magazine, qu'il y avait de réactions tout à l'heure sur le plateau Israël-Hamas. C'est dire à quel point le rapport à la mort et les croyances, je ne sais pas si on appelle ça de croyances, ça suscite des réactions. Mon problème, c'est et Monsieur Sancho, il continue. C'est quoi les preuves en dehors des témoignages? Oui, on a compris. Monsieur Sancho demande des preuves. C'est drôle parce que Monsieur Sancho, reste avec nous. Cher Monsieur Sancho, il demande des preuves, mais il dit déjà qu'il ne va pas lire mon livre. Il n'a pas dit ça, c'est moi qui ai un peu synthétisé. Ah bon a priori, il y a des indices qui disent qu'il ne va pas forcément acheter ton livre, mais peut-être qu'il oui, c'est peut-être un débat un peu en vase clos, moi ça ne m'intéresse pas forcément. Exactement. Moi, si on me pose des questions, on me demande les preuves, elles sont dans le livre, j'ai passé 15 ans de ma vie à les rassembler. Il y a 200 références scientifiques de notes, voilà les preuves, elles sont dans le bouquin. Mais si vous ne voulez pas le lire, je ne peux pas vous forcer à vous les mettre dans le crâne. Non, je pense que tu as bien expliqué ce qu'il y avait dans ton livre, et il me semble qu'il mérite tout à fait d'être lu. Enfin, moi, je vais le lire en tout cas. Merci Stéphane Alix. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce stream. L'heure approche. Merci à tous nos invités, à ceux qui sont partis, à ceux qui vont bientôt partir. Merci à Cyril à la régie, à ma droite, à Stéphanie au visuel. Merci à Joey à la programmation qui remplaçait Mathis. Mathis qui devait être là aujourd'hui, mais qui était bloqué dans son avion à Lisbonne. Merci Mathis quand même. Courage Mathis. Courage, tu le reviendras demain crevé. J'ai plein de trucs à te faire faire. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion, peut-être que Julot, qui lui-même était bloqué dans son avion, il y a plein de gens qui prennent l'avion, c'est pas bien, enfin. Peut-être que Julot mettra le lien de Discord dans le chat. Pour écouter le podcast du stream avec les oreilles, donc rendez-vous sur la plateforme de Radio France. Là, c'est ce que Mathis devait venir vous présenter, mais je vais le faire tout seul, c'est pas grave. Jeudi, on va parler du logiciel de développement de jeux vidéo Unity, de pratiques commerciales très agressives et d'accusations de chantage anticoncurrentiel. Bref, que du pas joli. On en parlera dans le stream de jeudi soir. Ce sera de 19h à 19h, de 18h à 19h comme tous les jeudis, et comme tous les lundis aussi. Pas vraiment de bonheur, donc, mais bien sûr de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut. Merci.